Bien, bonjour. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 6e séance de séminaire Imaginaire, Technologie, Société, Design et Quête de Sens. Et nous sommes très heureux d'accueillir nos deux intervenants, Annie Leridan et Stéphane Vial, que nous allons vous présenter. Annie Leridan est éclairagiste, paysagiste, co-auteur de documentaires et assistante de réalisation. Et Stéphane Vial est philosophe, enseignant à l'école Boulle et à l'université de Paris 1 Sorbonne, et directeur de création interactive. Il nous dira un petit peu plus quant à ses activités. Donc nous allons commencer par entendre Stéphane Vial, qui mène des recherches qui sont très précieuses en fait pour notre séminaire, pour notre interrogation sur la société technologique et les imaginaires qu'il apporte. Il est l'auteur de nombreux articles, et je voudrais citer deux ouvrages. L'un paru en 2007, donc de Stéphane Vial, Kierkegaard, Écrire ou mourir, paru aux Presses universitaires de France. Et puis, bien sûr, l'ouvrage qui nous a amené, si je puis dire, à inviter Stéphane Vial dans ce séminaire, Court traité du design, paru en 2010 aux Presses universitaires de France. Alors, les recherches de Stéphane Vial nous sont très précieuses. Je vais dire quelques mots rapidement, car elles ont pour caractéristique de ne pas associer le devenir technologique à des risques, où on parle beaucoup de la crise de sens qui marque le développement de la société technologique, que l'on assimile à une dimension industrielle et que l'on assimile souvent aussi au consumérisme. Or, le propre de la réflexion de Stéphane Vial est de sortir le technologique de l'ornière du consumérisme pour expliquer qu'il y a des possibilités de création et peut-être même de subjectivation qui sont à l'œuvre à travers le développement des nouvelles technologies donc, que nous connaissons aujourd'hui, qui investissent de plus en plus nos existences individuelles et collectives. Un enjeu aussi important de la réflexion de Stéphane, mais bien sûr il va nous éclairer là-dessus, c'est l'ambition de ne jamais dissocier le réel du virtuel. Cela à l'heure où l'on parle beaucoup de risques de la virtualité, on parle beaucoup d'addiction, on parle beaucoup de détachement des subjectivités par rapport à la réalité. Or, il y a bien dans la réflexion de Stéphane Vial une volonté d'associer le technologique, le virtuel au réel, pour dire qu'il y a dans le technologique de nouvelles possibilités d'existence. Il y a de nouvelles réalités d'existence, à la fois sur le plan individuel et collectif, avec une interrogation particulière, ce qui nous intéresse plus spécialement, sur les pratiques du design. Voilà, donc sur ce, je laisse immédiatement la parole à Stéphane Vial, que je remercie d'avoir bien voulu participer à notre séminaire. Alors merci Pierre-Antoine pour cette présentation, merci à tous d'être là. Alors je suis très heureux d'intervenir ici pour la seconde fois d'ailleurs dans le cadre du festival Siana. Et alors je vais aujourd'hui vous proposer une réflexion qui prend position à partir de ma culture intellectuelle initiale. Je veux dire par là que je vais essayer de questionner un petit peu le sens qu'a pour nous la technologie aujourd'hui, à partir du sens que lui ont donné ou ne lui ont pas donné les philosophes de la technique, au XXe siècle en particulier. Donc ça, c'est la première entrée. Et la seconde entrée, c'est de précisément proposer peut-être un nouveau regard sur le technologique ou la technologie à partir de la philosophie, mais pour que ce soit nouveau, de le faire en entrant dans le technique ou dans le technologique par une porte que les philosophes habituels ou traditionnels ne connaissent pas. Je crois qu'on peut oser le dire, qui est la porte du design. J'y reviendrai, je l'ai dit dans mon court traité, les philosophes se sont beaucoup épanchés sur l'art,
mais très peu sur le design dont ils n'ont pas vraiment pris acte. Ils n'ont pas vraiment pris acte de l'existence du design séparément de l'art. Donc voilà, je vous propose une réflexion intitulée « La philosophie de la technologie à l'heure du design ». Comment penser philosophiquement ou par la philosophie, mais comment penser la technologie à l'heure où le design justement est en train d'émerger comme une force nouvelle de changement dans tous les sens du terme, pour changer à la fois nos existences, nos environnements, etc. Tout fonctionne, c'est parfait. Alors dans un premier temps, je vais revenir très sommairement, et je m'en excuse parce que ça mériterait des approfondissements, mais je vais revenir très sommairement sur la philosophie de la technique telle qu'elle a été marquée par l'imaginaire de la domination, la domination de la technique sur l'homme, puisqu'on s'interroge justement beaucoup sur les imaginaires qui président ou qui nourrissent le rapport à la technologie dans ce séminaire. Je voudrais qu'on commence par voir un petit peu quel a été l'imaginaire qui a guidé les philosophes eux-mêmes. C'est pas parce qu'on est philosophe qu'on n'est pas soumis à l'imaginaire. Et moi qui ai beaucoup aussi étudié, notamment dans mon premier livre que tu citais sur Kierkegaard, l'influence des processus inconscients sur les positionnements théoriques des philosophes, je voudrais montrer que, on va le voir, il y a un imaginaire un peu troublant qui ne sera pas une découverte pour vous, mais qui a présidé un petit peu à la philosophie de la technique qui a été en vogue au XXe siècle et qui est celui, comme je vous le dis, qu'on pourrait appeler l'imaginaire de la domination. C'est pour ça que j'ai mis cette image qui illustre à sa façon l'espèce de lourdeur de la technique sur l'homme et du poids qu'elle ferait peser sur lui. Alors, je me suis amusé à appeler ça Jacques Ellul versus Steve Jobs pour introduire et faire entendre ce qui va se passer. Alors, si on fait un rapide tour d'horizon, j'ai essayé de là sur cette diapositive de très rapidement de lister finalement, de dénombrer très vite les ouvrages ou les auteurs qui ont eu une influence importante sur la philosophie de la technique au XXe siècle. Et je dis bien de la technique dans ce cas et pas de la technologie sur laquelle je reviendrai plus tard. Bon, mais on pourrait sans doute remonter plus loin, mais ça commence avec les philosophes allemands quand même. Heidegger en 1953, la question de la technique, tout le monde connaît ce texte dans lequel Heidegger définit la technique occidentale comme ce qu'il appelle un dispositif d'arraisonnement de la nature. Ça veut dire qu'en gros, l'Occident considère la nature comme un stock, comme un fond dans lequel on puise pour produire, pour alimenter le dispositif industriel, et que tout cela consacre pour lui ce qui est le mouvement global de l'Occident, qui est l'oubli de l'être. Bon. Donc on a chez Heidegger, c'est bien connu, une vision de la technique comme ça assez négative, comme dernier degré de l'oubli de l'être. Bon. 1953. 1964, presque 10 ans après, Herbert Marcuse, dans L'homme unidimensionnel, qui nous présente la société moderne, post-industrielle, etc. Enfin, pas, oui, post-industrielle, peut-être on peut dire, en tout cas la société de consommation d'après-guerre, comme une société technologique confondue ou réduite à un système de domination totalitaire. Enfin, il emploie ce mot-là, totalitaire, c'est que nous vivrions une époque où la technologie exerce comme ça un pouvoir totalitaire sur l'homme. Bien. Comme si ce n'était pas suffisant, bien que le propos soit un peu différent, on a Habermas, quelques années après, en 68, la technique et la science comme idéologie, où Habermas nous montre que la technique associée à la science, comme c'est d'ailleurs le cas depuis quelques siècles, mais associée à la science dans son alliance avec le pouvoir industriel, avec le pouvoir administratif et étatique, la technique et la science s'imposent comme une idéologie. Donc on est toujours dans cette espèce de caractérisation de la technique assez amère, assez négative. Bon. Alors, on pourrait, c'est pour ça que j'ai indiqué les nationalités entre parenthèses, c'est pas complètement anodin que on attend de penseurs allemands qui, après la Seconde Guerre mondiale, nous proposent une théorie de la technique aussi noire, si l'on peut dire.
Évidemment, l'expérience nazie a été une expérience malheureusement et tristement hautement technique, et c'est peut-être pas un hasard. Cela dit, ça ne suffit pas à expliquer le fait que les philosophes de la technique au XXe siècle sont en quelque sorte happés comme ça par l'inquiétude, parce que voilà, c'est aussi l'époque où au travers ou par le biais de la société de consommation, on a l'impression que la technique nous envahit massivement dans le quotidien. Ce que l'on pourrait aussi dire encore aujourd'hui avec le numérique, bien que cet envahissement est peut-être aussi une libération, on y reviendra, en tout cas qui propose peut-être de nouvelles possibilités de libération. En tout cas, on a, nous, notre Heidegger à nous, c'est comme ça que son éditeur le présente sur sa 4e de couverture, c'est Jacques Ellul, 1977. Moi, j'ai lu un petit peu Jacques Ellul, j'ai pas eu envie de le lire en plein, parce que vraiment, j'ai été assez choqué par ce que propose Jacques Ellul sur la technique. En 1977, l'année de la sortie de l'Apple II, je me suis amusé à faire ce raccourci discutable, mais l'année où la marque qui va devenir celle qu'on connaît aujourd'hui en termes de succès de la technologie, l'année où elle sort l'Apple II, l'une de ses premières machines abouties, Jacques Ellul sort un livre, Le système technicien, dans lequel il nous explique que la technique est devenue plus que jamais un système total, régi par un impératif de rendement et puis animé par une espèce de principe de croissance autonome, comme si la technique était une espèce d'organisme vivant, poursuivant comme ça son destin de manière autonome, comme si elle était en dehors du contrôle de l'homme. Et Jacques Ellul, d'ailleurs, rend l'ordinateur responsable de cette systématicité, puisqu'il explique en fait l'ordinateur, on est dans les années 70, mais le micro-ordinateur n'est pas encore entre toutes les mains, mais l'ordinateur, celui qui est né en 1945, il a déjà envahi les systèmes bancaires, la manière de régir les flux de transport, de gérer des grandes quantités de données pour les entreprises. Et l'ordinateur, à cette époque, bien qu'on ne sait pas encore ce qu'il va devenir, il est source d'inquiétude chez les philosophes en tout cas, parce que chez toute cette génération qui attend la sortie d'un micro-ordinateur, et dont Steve Jobs fait partie, au contraire, l'ordinateur est plutôt un motif d'excitation, d'enthousiasme. Donc, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est bien connu, mais Jacques Ellul a eu des héritiers, par exemple, même si son propos a évolué au fil du temps, Gilbert Autois, 1984, qui, peut-être déjà avant, propose la notion de technoscience, justement pour caractériser cette espèce de complexe un petit peu dominant qui exerce, et ce pouvoir dominant sur l'homme qui exerce la technique. Il reprend d'ailleurs l'idée de croissance autonome aveugle. Il parle du progrès technique comme étant quelque chose de anéthique. Il y aurait une anéthicité, comme si le progrès technique se situait en dehors de toute éthique possible et suivait une espèce de logique à lui, comme si la technique était encore une fois une machine inhumaine en dehors de l'homme qui suit des logiques de rendement pur sans se soucier de l'éthique. Bon, ça c'est ce que la philosophie de la technique a produit au XXe siècle. Et personnellement, à la lumière de ce que nous vivons depuis 20 ans, je trouve pas ça très intéressant. Et je pense qu'on peut dire, comme Marx parlait de fétichisme de la marchandise, je pense qu'on peut dire qu'il y a chez ces penseurs une sorte de fétichisme de la technique. C'est-à-dire, je la définirais, je l'ai indiqué là, comme la tendance à croire, et vraiment j'insiste sur le mot croire, la tendance à croire que la technique serait une sorte de chose en soi, indépendante de l'homme, dotée d'une volonté propre, particulièrement abstraite et désincarnée. On ne sait pas où elle serait, cette technique. Elle serait à la fois partout et nulle part, comme si elle dirigeait le cours des événements humains, poursuivant aveuglément ses fins à elle, comme un processus sans sujet, comme un navire sans pilote ou une force obscure. Bon, moi je crois qu'il y a un fétichisme de ce genre dans ces décennies-là, les années 50, 60, 70, 80, avant que justement l'Internet explose dans les années 90 et peut-être modifie en nous la perception que nous avons de la technique. Alors il y a quand même quelques auteurs dans ce concert de technophobie qui ont su, je trouve, et c'est tout à leur honneur, garder les yeux un peu plus ouverts, comme Jean-Pierre Séris, qui est un philosophe de la technique qui a publié en 1995 un petit essai très, très riche, très dense, intitulé La technique aux presses universitaires de France, et qui propose de comparer
ce qu'il appelle lui-même la technophobie contemporaine, et dont il nous dit d'ailleurs qu'elle est le propre de, je cite, ceux qui font profession de philosophie, hein, je vais le citer entièrement, la technophobie contemporaine est largement répercutée par le discours de ceux qui font profession de philosophie, sous une forme qui rappelle cette misologie ou haine de la raison contre laquelle Platon, puis Kant s'étaient élevés. Et il a cette phrase, la misotechnie est la forme moderne de la misologie. Alors moi je trouve ça intéressant parce que comme il nous le dit lui-même, ça nous renseigne sur la philosophie du jour, c'est-à-dire la philosophie de la technique que nous avions à ce moment-là, à défaut de nous instruire vraiment sur la technique. C'est-à-dire que là je crois que c'est aussi une question de méthodologie de la recherche, on ne peut pas complètement faire un travail de fond sur un objet que l'on méprise ou sur un objet dont la peur qu'il nous inspire nous fascine. Et il faut un minimum d'empathie avec son objet de recherche, me semble-t-il, pour pouvoir en dire quelque chose de pertinent. Et là, Jean-Pierre Serry va dans le même sens en nous disant bien que c'est pas ce type d'approche qui va nous instruire vraiment sur la technique. Voilà, donc on pourrait dire que la posture du philosophe misotechnicien, c'est le philosophe misotechnicien, c'est celui qui se doit d'être inquiet. C'est celui qu'on va interroger pour consulter la profondeur de son inquiétude sur la technique, et celui qui va porter cette inquiétude dans le débat public, là où tout le monde n'attend que cela. On n'attend qu'un philosophe pour nous déculpabiliser d'avoir peur de la technique, parce que si un grand philosophe a peur de la technique, alors nous pouvons tous avoir peur de la technique. Et là aussi, je crois que cette peur du changement technique qui en fait est un fait d'histoire. Lorsqu'on lit Bertrand Gilles, l'histoire des techniques, on observe qu'en fait, à toutes les grandes époques, la Renaissance, la première révolution industrielle, la deuxième, etc., il y a des grandes peurs qui sont produites dans tout le corps social par les changements techniques qui affectent le quotidien. Alors, c'est pas parce qu'on est philosophe qu'on est plus armé contre la peur. Alors Jacques Ellul, je vous ai mis là une petite image et quelques citations. Jacques Ellul affirme que, une dernière citation que je donnerai de lui, la technique ne se contente pas d'être, et dans notre monde, d'être le facteur principal ou déterminant, elle est devenue système. Il emploie beaucoup cette notion de système et il dit il y a système comme on peut dire que le cancer est système. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair sur cette espèce, vous voyez, d'imaginaire de la peur, de la domination qui anime les philosophes eux-mêmes. Alors voilà, cet imaginaire misotechnique, est-ce que c'est miso de la haine ou de l'angoisse, c'est-à-dire au final de la peur? Je crois que c'est sans doute cela. En même temps, cette peur, elle a des raisons d'être. Peut-être est-ce l'angoisse de perdre le contrôle de la société industrielle, peut-être est-ce l'angoisse de perdre le rapport à la nature et avec lui le rapport à la nature humaine, toutes choses qui sont légitimes et qu'on doit questionner. Mais, et Jean-Pierre Serry l'a assez dit avant moi, c'est pas en se réfugiant comme ça dans des postures misotechniques un peu faciles qu'on va éclairer la complexité de ce qui se passe avec le phénomène technique au XXe siècle. Alors venons-en, deuxième temps, à ce que j'appelle par opposition la philosophie de la technologie, pour la distinguer de la philosophie de la technique telle qu'elle s'est exprimée au XXe siècle, et à l'imaginaire qu'elle tend à nous proposer, si on veut bien la bâtir, cette philosophie de la technologie, et qui, cette fois, n'est pas un imaginaire de la domination, mais plutôt un imaginaire du réenchantement. J'emploie délibérément ce mot parce que c'est aussi celui, par exemple, qu'emploie Bernard Stiegler pour nous dire qu'avec les logiques contributives que les dispositifs numériques apportent aujourd'hui, on peut réenchanter le monde. Bien. Puisque le XXe siècle, c'était le siècle du désenchantement du monde, n'est-ce pas? Donc voilà, venons-en maintenant à ce que pourrait être un nouvel imaginaire technique pour la philosophie, les philosophes, et voyons ce qu'on peut mettre dans cette expression de philosophie de la technologie. Alors j'inverse, maintenant c'est Steve Jobs versus Jacques Ellul, si je puis dire. Pourquoi ? Alors, j'ai pris cette photo un jour récemment dans la rue. Je trouve que la rue, là, nous parle.
On voit là une affiche d'une marque, la marque Paro, qui est une marque qui produit et distribue des objets de technologie assez avancée. Et on voit là une affiche à caractère publicitaire, mais qui prend volontairement la forme d'une affiche spontanée qu'auraient collé des gens dans la rue, en tout cas qui en imite les codes visuels, et qui est en fait une affiche qui propose d'aller à telle adresse pour voir le showroom de la marque. Mais le slogan, c'est « La technologie est l'art d'aujourd'hui ». Je trouve que cette formule est très intéressante. Alors là, c'est celle d'une marque, mais je crois qu'elle capte quelque chose dans l'air du temps. Parce que les philosophes du XXe siècle, on va y revenir, nous ont beaucoup parlé de la relation entre la technique et la science. On parlait de technoscience tout à l'heure. Peut-être qu'aujourd'hui, la relation qui fait sens avec la technique, c'est pas celle qu'elle a avec la science, qu'elle continue d'avoir, mais c'est celle qu'elle a avec l'art. Alors, rapidement, des choses qui sont connues, mais que je reformule aussi un petit peu à ma manière. Pourquoi la technologie? Bon, parce que les techniques n'existent plus. On peut partir d'abord de ce constat. Il y a une disparition des techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les techniques ne sont plus seulement des techniques. Je suis loin d'être le premier à le souligner, mais je crois que c'est suffisamment flagrant pour que ce soit bien entendu. Pourquoi ce ne sont plus seulement des techniques? Les techniques, parce que ce sont à la fois ce qu'elles étaient, des procédés techniques, mais aussi des méthodes scientifiques. Le XXe siècle est le siècle qui en a fini avec l'alliance de la technique et de la science. Ça y est, elle s'est définitivement faite, l'alliance de la technique et de la science, on en a parlé. Mais les techniques sont aussi des dispositifs industriels, des logiques de marketing, des logiques d'innovation, des logiques de design. Les techniques s'élaborent dans des laboratoires de recherche et développement. Même si au temps de la seconde révolution industrielle, on pouvait encore voir émerger de grandes innovations en solitaire, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Quoique, avec l'ère numérique, on a un peu retrouvé ce côté artisan du numérique, parce qu'on a vu de grands empires sur Internet être bâtis au départ par une ou deux personnes, voilà, sans moyens, quoi. Mais en général, voilà, l'innovation qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'innovation, un terme de Lucien Sfez que reprend beaucoup également Pierre Musso, l'innovation pour souligner que l'invention est devenue complètement intégrée à l'innovation dans des laboratoires de recherche et développement, comme je le disais à l'instant. Donc les techniques toutes seules, ça n'existe plus, c'est terminé. Les techniques sont mêlées à de l'industrie, à de la science, à du marketing, à du design, à plein de choses. La technique seule n'existe plus, elle est un phénomène convergé. Alors cette notion de convergence technologique, on peut l'entendre au moins en deux sens. Je l'évoquais tout à l'heure. La première convergence, c'est celle que le XXe siècle a bien accomplie. C'est l'alliance de la technique et de la science. Bien. Le titre de livre d'Habermas que je citais tout à l'heure est assez parlant, La technique et la science comme idéologie. Et ça a été abondamment analysé par les philosophes. Les philosophes ont assez dit que la technique et la science s'étaient associées et avaient convergé avec, notamment, on l'a dit tout à l'heure, la notion de technoscience. Mais la seconde convergence, qui est celle qui m'intéresse plus, que suggérait mon image tout à l'heure, c'est l'alliance de la technique et de l'art. Et cette alliance, cette convergence, elle s'est faite également au XXe siècle. Et elle s'est faite, en vérité, avec autant de force que la première, mais sans que les philosophes s'en aperçoivent. Cette alliance de la technique et de l'art, elle a donné naissance au design, et il y a déjà un certain temps, il y a déjà au moins 100 ans, et elle a donné naissance à une nouvelle culture. Une nouvelle culture, je note là, industrielle, mais une nouvelle culture au sens même plus large, on va y revenir. Eh bien, cette alliance-là, cette convergence de la technique avec l'art, les philosophes ne l'ont pas vue. Je crois qu'on ne peut pas malheureusement dire autrement. Les philosophes ne l'ont pas vu ou l'ont ignoré, trop soucieux qu'ils étaient d'exclure la technique du champ de la culture, comme Simondon déjà, il y a si longtemps, l'avait montré, en soulignant qu'on avait tendance à refuser à la technique le droit de faire partie de la culture.
Alors justement, je crois que c'est l'occasion de souligner peut-être 3 écueils que la philosophie moderne a fait au XXe siècle. Le premier, c'est ce que moi je m'amuse à appeler la castration culturelle de la technique. C'est comme ça que je lis Simondon. Quand Simondon nous dit que la culture, entendez la culture là au sens ministère de la culture, pas au sens de Lévi-Strauss et de la civilisation. La culture comme la science et les arts, la culture comme le monde des œuvres de l'esprit qui ont une dignité, etc. La culture s'est constituée un système de défense contre les techniques, nous disait Simondon en 58. Comme si les techniques ne faisaient pas partie de la culture. La culture au sens des œuvres de l'esprit, celles qui ont du sens. Comme si les techniques, c'était pas des choses qui avaient du sens. Pourtant, je le cite, la culture est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît certains objets, comme l'objet esthétique, c'est-à-dire l'œuvre d'art par exemple, et elle leur accorde droit de cité dans le monde des significations. Ça, on sait que les œuvres d'art ont beaucoup de significations, nous en avons peut-être un peu trop parfois, tandis qu'elle refoule d'autres objets, elle les refoule en dehors du monde des significations, les objets techniques, on a bien compris, et en particulier les objets techniques, nous dit Simondon, elle les refoule dans le monde sans structure de ce qui ne possède pas de signification, mais seulement un usage, une fonction utile. Bon. Et en 58, vous voyez, c'est très tôt, Simondon, tout cela n'est pas nouveau, s'insurge en disant, mais ce qui réside dans les machines, c'est de la réalité humaine. C'est du geste humain fixé, cristallisé en structure qui fonctionne, je le cite. Donc voilà, la première chose, c'est que paradoxalement, bien que Simondon ait été assez magistral dans sa démonstration en 58, c'est avant Jacques Ellul, c'est avant Habermas, c'est avant tout ça, bon, ça n'a pas été vraiment entendu. Ça n'a pas été vraiment entendu et on a considéré que la technique devait être privée de son droit à faire partie de la culture, d'où cette expression que j'emploie de castration culturelle de la technique. On a privé la technique du phallus culturel, si je puis dire. L'autre problème, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Autois, enfin disons que je préfère le dire à travers lui, mais c'est quelque chose qu'on peut constater depuis un certain temps, c'est que les philosophes se sont fixés sur l'épistémologie entendue au sens de philosophie des sciences. Je cite Gilbert Autois en 2003, au début d'un recueil qui s'appelle Les philosophes et la technique. En France, on ne rencontre, alors il dit en France, mais en vérité on peut l'étendre, on ne rencontre quasi exclusivement que des philosophes qui ont traité la technique de manière occasionnelle, attentifs qu'ils ont été avant tout à la philosophie des sciences. C'est très français, c'est vrai que la France c'est le pays de Bachelard, c'est le pays de Canguilhem, c'est le pays comme ça de grands penseurs de la science, mais cette fixation sur les problématiques de la science a, une fois de plus, en quelque sorte, fait passer à la trappe le souci de la technique. Bien. Et la dernière fixation, c'est celle que moi je dénonce dans mon court traité du design, c'est la fixation esthétique. C'est-à-dire que pour ce qui est du côté artistique, pour ce qui est de l'art, les philosophes s'en sont beaucoup préoccupés, mais ils ne se sont préoccupés que du beau, que des beaux-arts. Vous avez remarqué d'ailleurs le glissement sémantique, hein, c'est-à-dire l'art, c'est les beaux-arts, et les beaux-arts, c'est les arts plastiques. Et puis maintenant, c'est l'art contemporain qui mélange tout cela. Mais on est dans cet héritage sémantique, les beaux-arts, les arts plastiques, l'art contemporain, qui bien sûr est plus large parce qu'il enveloppe tous les gestes critiques sous la forme des installations et des performances que l'on peut faire, mais qui s'inscrit dans l'héritage presque, j'ai envie de dire, moral des beaux-arts, considérés comme leur nom l'indique, comme ceux qui sont beaux et porteurs de beauté, et ceux que l'on a aussi appelés les arts majeurs. Et les philosophes ont complètement ignoré les arts décoratifs, les arts appliqués, ça c'était des formules de William Morris, les arts mineurs donc, devenus design pourtant au rôle majeur, on ne cesse de le dire ici et ailleurs aujourd'hui. Bon, alors voilà. La philosophie moderne a est un peu passée à côté de la technique en fait. Hein. Soit en la rejetant en dehors de la culture, en faisant le système technicien à la Jacques Ellul, en faisant le système de domination totalitaire, en faisant une espèce de grosse masse abstraite. On ne sait pas trop ce que c'est la technique, mais c'est un truc affreux qui nous arrive à nous, les hommes modernes. Elle s'est intéressée à la science, s'est intéressée à l'art, mais voilà, elle a échappé à la technique et au design qui était là, sous ses yeux, une porte d'entrée assez extraordinaire pour penser le technologique. Alors,
on est peut-être aujourd'hui, déjà depuis quelque temps, face à l'émergence d'une nouvelle culture qui repose sur un nouvel imaginaire et qui pourrait se résumer dans les quelques propositions suivantes. Je remonte un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure pour faire comprendre l'enchaînement logique. La technique seule n'existe plus, on l'a compris. La technologie, c'est la convergence entre la technique, la science, l'art, l'industrie. Quand je dis l'art, l'industrie, comme Bernard Stiegler qui parle d'ars industrialis, on entend également aussi design. La technologie, c'est la convergence entre tout cela. Et bien de cette convergence naît une nouvelle culture. C'est cela que je veux défendre aujourd'hui. C'est que ce que l'on appelle technologie, bon, il y a différentes manières de définir technologie pour le distinguer de technique. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais étymologiquement, technologie, c'est le discours raisonné sur la technique. Ça s'est perdu complètement comme sens. Les Français voulaient absolument qu'on conserve ce sens, mais sans doute aussi sous l'effet du succès du terme américain, technologie, ça a eu du mal à s'implanter. Mais peut-être que c'est pas seulement cela. Peut-être précisément, c'est pour ça que je parle de convergence, que le mot technologie s'est imposé pour désigner un ensemble plus complexe qu'une simple technique. Après tout, une technique, comme au temps de l'artisanat, ce n'est jamais qu'un ensemble de méthodes utilisant certains outils pour un résultat bien ciblé. La technologie, je viens de le dire, c'est un ensemble plus vaste. Eh bien, voilà ce que je veux vous montrer, c'est que cette convergence technologique, elle fait naître une nouvelle culture, et cette nouvelle culture, je propose qu'on l'appelle design. C'est ça le design, c'est une nouvelle culture technologique qui naît de cette nouvelle alliance entre des disciplines autrefois séparées, art, sciences, technique, industrie, et qui viennent très bien s'incarner dans ce que doit être le travail d'aujourd'hui d'un designer. Partout dans les écoles de design, on revendique la nécessité pour le designer aujourd'hui de s'intéresser aux sciences exactes, aux sciences humaines, d'être à la fois celui qui sait dessiner mais celui qui sait parler avec l'ingénieur, voire d'être un peu ingénieur lui-même, mais aussi d'être très sensibilisé aux questions du marketing, etc. Donc on voit que le design, c'est lui qui fait le pont entre tous ces éléments convergés. C'est pour ça que je crois qu'il est le nom de cette nouvelle culture technologique dans laquelle nous vivons. Et cette nouvelle culture technologique, je le disais, elle est justement porteuse d'un nouvel imaginaire technique dont on va un peu plus parler maintenant. Alors je m'amuse, puisque c'est le nom de la nouvelle culture, prenons son icône. Puisqu'il vient de nous quitter en plus, donc c'est le moment de tirer quelques leçons. Parlons de Steve Jobs un tout petit peu, même si, je le sais, on pourra me faire 1000 objections et 1000 critiques, mais il y a quelque chose, moi, qui me surprend et dans mon parcours philosophique, c'est que les philosophes des sciences, quand ils veulent étudier la science, ils se réfèrent aux scientifiques. Les philosophes de l'art écoutent aussi ce que disent les artistes. Par exemple, les philosophes de l'art lisent les lettres à Théo de Vincent van Gogh, lisent Kandinsky du spirituel dans l'art, et les philosophes de la science, Bachelard, Canguilhem, connaissent les théories scientifiques. Le philosophe de la technologie aujourd'hui, qui est-ce qu'il écoute ? Qui doit-il écouter ? Peut-être les designers, peut-être ceux qui revendiquent la technologie et la font. Alors qui fait la technologie? Il y a évidemment une pluralité d'acteurs, de toute taille, de tout style, mais je crois que c'est intéressant d'en prendre un qui justement, par l'impact assez phénoménal qu'il a sur le monde contemporain, est emblématique de quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis référé à quelques citations qui m'ont frappé de Steve Jobs, en me disant, oublie que c'est Steve Jobs, oublie que c'est ce monsieur dont tout le monde parle à la télé, et essaye juste de lire ce qu'il dit comme on lirait Kandinsky, comme on lirait tel ou tel texte d'un physicien. Alors là, j'ai deux phrases. Les gens d'Hollywood et des industries de contenu s'imaginent que la technologie est quelque chose qu'on achète. Ils ne saisissent pas l'élément créativité de la technologie. Je veux juste faire comme ça une petite ponction sur ces trois derniers mots. L'élément créativité de la technologie. Voilà quelque chose de nouveau. On ne verrait pas Jacques Ellul parler comme ça. L'élément créativité de la technologie. Bon, voilà quelque chose d'intéressant. Une autre phrase, même si elle est lyrique, Steve Jobs a toujours l'art du bon mot lyrique, mais qui est intéressante aussi, parce que c'est quand même surprenant d'entendre un patron d'industrie voler aux philosophes des paroles qu'un philosophe aimerait dire, à savoir, je cite, « La technique seule n'est pas suffisante,
c'est quand la technologie épouse les arts libéraux et les humanités qu'elle parvient à faire chanter nos cœurs. Qu'est-ce qu'un philosophe peut dire après ? Évidemment, un philosophe ne peut que revendiquer le mariage, là il dit épouse, le mariage de la technologie et de l'art, le mariage de la technologie et des humanités. Eh bien c'est une marque qui le fait, c'est une marque, c'est une firme industrielle, c'est quand même révélateur d'un renversement culturel. Il se passe quelque chose dans notre culture technique pour qu'un industriel s'exprime de cette façon avec des termes qui pourraient être ceux d'un philosophe, mais qui ne sont pas ceux d'un philosophe en l'occurrence. Alors oui, je sais qu'on peut aussi critiquer Steve Jobs, mais c'est pas ce que je fais. Donc la leçon du designer Steve Jobs 2, une autre phrase, et j'en aurai que deux, je vous rassure, c'est une phrase que Steve Jobs prononce dans une interview de 1996, avant que Apple devienne encore plus important. Une petite confession autobiographique qui m'a beaucoup frappé, je la cite souvent. Au détour d'une interview, il dit ceci. Il revient un petit peu sur ce qui l'a conduit à fonder son entreprise Apple, etc. Et il revient sur le mouvement hippie dont il était adepte à l'adolescence. Le mouvement hippie a débuté quand j'étais à la fin de l'adolescence. C'est une culture que je connais très bien. À la base, on trouve l'idée que la vie peut offrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours. Offrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours, ça, nous dit Steve Jobs, c'est ce qu'il y a dans la pensée hippie. Bien. C'est la même idée qui pousse les gens à vouloir devenir poètes au lieu de banquiers. Il est en train de nous dire ce que l'on sait, que l'art vise le merveilleux, vise à offrir quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Je veux dire, il y a assez d'auteurs qui ont expliqué comment et pourquoi l'art est une forme de recherche de l'idéal de quelque chose, ou une forme de recherche de fuite de la réalité, ou une forme de recherche de merveilleux. En tout cas, l'art classique était comme ça, peut-être que l'art contemporain l'est moins, je ne sais pas. Peut-être mes camarades en diront quelque chose, mais en tout cas, il y a, nous dit Steve Jobs, il y a quelque chose de commun, voit-il, entre vouloir faire quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, vouloir être un artiste ou un poète. Et voilà qu'il conclut en disant « J'ai la certitude qu'on peut intégrer cet état d'esprit dans des produits fabriqués en usine. » Et là, voilà tout à coup le businessman industriel qui se réveille. Mais alors, moi, je trouve ça très frappant parce que je fais l'hypothèse que c'est sincère. Bien sûr, il y a beaucoup dans les bons mots de Steve Jobs, des déclarations séduisantes dont on ne sait jamais trop si c'est du slogan commercial, si c'est de la conviction personnelle. On a toujours l'impression que c'est un petit peu les deux, on ne sait jamais vraiment. Bon, là, vous pouvez voir cette interview dans un joli petit film qui s'appelle Le Triomphe des Nerds de Robert Cringely, qui interviewe tous les grands acteurs de l'industrie informatique des années 80-90. Et je crois que c'est sincère. Mais à la limite, même si ça ne le serait pas, ça n'a pas d'importance. Faisons l'hypothèse que c'est sincère. Il nous dit qu'il pense possible d'intégrer l'état d'esprit du mouvement hippie, l'état d'esprit de la poésie, l'état d'esprit qui réside dans le désir de merveilleux, appelons ça d'un mot le désir de merveilleux. Il pense qu'on peut injecter le désir de merveilleux dans des produits fabriqués en usine. Moi, je trouve cette phrase extrêmement surprenante, extrêmement nouvelle. On n'a pas entendu vraiment d'auteurs ou de gens parler comme ça avant. Nous proposer le merveilleux dans des produits fabriqués en usine. Produits fabriqués en usine, c'est pas en général ce qui est merveilleux ou ce qui nous fait rêver. On pourrait demander à Jacques Ellul s'il était là ce qu'il en penserait. Je doute qu'il aille dans ce sens. Bien, alors il y a peut-être une leçon à prendre du designer, comme il y a une leçon à prendre de l'artiste quand on veut philosopher sur l'art, comme il y a une leçon à prendre du physicien quand on veut philosopher sur la science, et ainsi de suite. Et cette leçon, elle est là, c'est mettre de l'art dans l'industrie, dans la technique. Voilà qui confirme ce que je disais tout à l'heure, que ce qu'on appelle technologie, c'est certes le résultat d'une convergence, mais peut-être plus particulièrement encore aujourd'hui, une convergence avec l'art. Alors voilà pourquoi on peut appeler cela design. De quoi le design est-il la naissance? Il est peut-être la naissance de cette nouvelle culture, la culture de la technologie. Et peut-être que c'est le vieux rêve de Simondon qui se réalise là. Peut-être que Apple a accompli Simondon.
Je fais cette hypothèse, au risque de me faire taper dessus. Et ça va sûrement venir, oui, ça va sûrement venir. Mais je le dis avec un peu de provocation et de sincérité à la fois, parce que je me fie aux mots qui sont prononcés. En tout cas, je veux défendre cette idée qu'il y a dans le design la naissance d'une nouvelle culture qui mêle l'art, la technique, l'industrie, l'ingénierie, la science, et même la philosophie, et même les sciences sociales, et qui serait portée par l'espoir de l'innovation mise au service de l'homme. C'est plus du tout la même vision de la technique qu'il y a 50 ans. On voit dans l'innovation quelque chose qui va changer notre vie au sens de l'améliorer, qui va voilà, nous faire sortir de l'ère du carbone, qui va nous faire sortir du désenchantement du monde, qui va, etc. C'est un peu ce dont est porteuse la révolution numérique, qui suscite tant d'enthousiasme ici et là, à juste titre. Donc voilà peut-être où se trouve le nouvel imaginaire technique contemporain, dans cet espoir de l'innovation mise au service de l'homme, bien loin de l'imaginaire de la domination, de la frayeur qu'on avait autrefois. C'est peut-être cela le nom, le sens du mot technologie. Alors, dernière partie, par conséquent, pour celui qui veut faire œuvre philosophique ou travailler philosophiquement, il y a là peut-être des conséquences à tirer sur une culture de travail en philosophie, sur une culture de recherche, sur une méthode de travail. Peut-être qu'on ne peut plus tout à fait faire de la philosophie de la technique comme avant. Peut-être, je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, que le philosophe de la technique doit tenir compte désormais du discours, non plus seulement, comme autrefois peut-être, des artisans et des ingénieurs, mais aussi des designers et des industriels. Peut-être qu'un industriel aujourd'hui, c'est quelqu'un dont le discours n'est pas qu'un discours commercial ou mercatique. Peut-être que dans le discours d'un industriel, il y a quelque chose à entendre, comme il y a quelque chose à entendre chez un artiste, comme il y a quelque chose à entendre chez un scientifique. Peut-être que chez un industriel et un designer, il y a une pensée. Et que cette pensée, même si elle est mêlée à des opérations commerciales, elle est une pensée pour autant. Et que être philosophe de la technique aujourd'hui, c'est sortir de la description des outils pour passer à quelque chose de plus ambitieux. Alors peut-être faut-il, je le dis là en quelques mots, refonder la philosophie de la technique avec le design. On a assez parlé de la technique et de la science. Parlons de la technique et du design. Voyons où ça nous mènera. Voyons, reconstruisons, refaisons du Simondon, mais avec le design. Voyons où ça nous mène. Voilà, alors c'est en ce sens que je serai pour une philosophie de la technologie et non pas une philosophie de la technique. Merci à vous. Bien, merci Stéphane pour cet exposé qui, je pense, va donner lieu à beaucoup de réactions et de discussions. Moi, ce que je serais tenté de dire pour juste dire quelques mots, c'est que on sent bien un effort évident de quitter le déterminisme technologique et de quitter la technophobie, donc de quitter le terrain de l'essentialisme, mais en même temps, moi j'apporterai quelques nuances quant aux auteurs que tu as cités, que tu as présentés comme étant plutôt contre la technique. Même chez Heidegger, on sait que la technique travaille de façon assez ambivalente. D'un côté, elle est provocatrice, en même temps, elle est ce qui définit le fait humain, et que la relation au monde se définit par un rapport technique. Il y a une description de l'utilisation du marteau dans Être et Temps qui est assez significative, qui introduit et qui porte l'idée que l'homme est technologique. Donc, il y a quelques nuances peut-être, me semble-t-il, à apporter. Concernant Autois également, il est aussi celui qui a dit que la technique, qu'on ne rencontre pas la technique, et d'une certaine manière, il rejoint un petit peu ce que tu dis, mais on rencontre des technologies pour insister sur la dimension symbolique des technologies. Au sens où le logo, c'est les discours, les imaginaires, le récit qui portent la technique. Donc il a
lui qui a tant travaillé sur l'inflation du langage dans la philosophie française, hein, c'était un de ses premiers grands ouvrages, il a aussi vu cette dimension langagière dans la technique. Et c'est sans doute cela qui me paraît important de penser, les formes symboliques, les représentations qui aujourd'hui peut-être figent le rapport à la technique et qui nous entraînent vers un certain déterminisme dont tu souhaites très vivement sortir et en ce sens bien sûr c'est aussi ce qui caractérise notre réflexion commune. Mais il y a tout de même des auteurs qui ont réfléchi sur l'alliance de la technique et des arts. Je pense à Michael Dufresne, Simondon bien évidemment, Derrida, Deleuze, Guattari aussi ont pensé ensemble le fait technique et la différence qu'elle apporte, et notamment en termes de perception esthétique du monde et également de la société. Donc j'aurais juste une question et puis ensuite peut-être on passera aux questions dans la salle avant de passer à l'exposé suivant. Bon, tu as parlé à la fin de l'alliance de l'art, de l'innovation, de l'industrie comme étant une façon de réenchanter le monde. On entend bien sûr beaucoup la voix de Bernard Stiegler, mais je serais tenté de te poser la question de savoir qu'est-ce qui conditionne ces modes d'agencement. Qu'est-ce qui fait que ces agencements sont significatifs? Parce qu'on peut associer les termes, on peut vouloir associer ces réalités, mais qu'est-ce qui fait que ces réalités donnent du sens? Est-ce qu'il y a nécessairement une production de sens dans l'alliance de l'innovation et de l'industrie? Est-ce que ce sont des modes de subjectivité, un mode de sensibilité, hein, puisque tu connais bien sûr très bien l'œuvre de Kierkegaard, l'esthétique est portée par une certaine sensibilité. Est-ce qu'il suffit d'allier l'art, l'innovation, l'industrie pour faire du sens? Voilà, ce serait ma seule question pour l'instant. À formuler comme ça, cette question, elle induit déjà sa réponse. Dit comme ça, on sent bien une suspicion dans ce que tu formules, comme si magiquement, mêler de l'art à la technique, ça produisait du sens. Je n'ai pas tellement développé ces idées sous l'angle du sens, en l'occurrence. Bon, c'est peut-être toi là qui viens l'ajouter, mais c'est pas inintéressant. Moi, ce que j'ai surtout voulu montrer, c'est une différence de culture ou une nouvelle culture. Bon, dans la culture, c'est le monde des significations, je l'ai dit en citant Simondon. Donc, je dirais de manière très simple et directe, non, bien sûr, c'est pas l'association de l'art, de la technique, de la science, pas de toutes ces choses qui suffit à faire sens. Après, il faudrait voir plus dans le détail sur des projets, des exemples de projets. Tiens, là, un geste industriel qui fait sens. Tiens, là, un geste industriel qui est détestable. Pourtant, les deux mêlent des logiques de marketing, de design, d'art, de science et de technique. Et on pourrait voir pour autant dans des projets ou des produits ou des services qui sont mis en œuvre, pas nécessairement du sens, en effet. Mais ça, c'est peut-être le problème de la qualité, du succès, de la réussite d'un projet industriel. Il y a, bon, je vais pas reciter Apple justement parce que je l'ai déjà trop fait, mais il y a des produits ou des services qui provoquent l'adhésion comme si ils avaient du sens, d'autres non. Ça, c'est peut-être pas tout à fait le même point de vue que le mien. Moi, je veux juste souligner que il faut faire une rupture culturelle dans l'appréhension du phénomène technologique. Après, ça ne suffit pas. Je ne suis pas non plus naïf et adepte de tout ce que la société technologique peut produire. Loin de là, en fait. Il y a beaucoup de choses que je trouve ratées, inintéressantes, inutiles. Mais il me semble en tout cas nécessaire de changer de culture technique. Voilà. Et si tu as raison de dire que les auteurs que j'ai cités ont un point de vue beaucoup plus nuancé sur la technique que ce que j'ai eu l'air d'en restituer, je l'avais dit que j'allais être un peu caricatural là-dessus, c'est vrai, mais je voudrais pas que l'exégèse des textes des philosophes nous fasse oublier, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps dans l'exégèse d'Heidegger et voir quel était son rapport à la technique in fine. Moi, ce que je vois, c'est au niveau de la réception. Est-ce que Heidegger
ça amène Apple, ou est-ce que Simondon, ça amène Apple? Ou ça amène, je dis Apple, mais est-ce que la pensée de Simondon me semble beaucoup plus pertinente pour justement arriver à ce qui aujourd'hui dans tel ou tel projet ou produit technique a du sens. J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment tirer de Heidegger quelque chose d'efficace, malheureusement. En tout cas, moi, ce serait mon avis. Bien sûr, on pourrait en discuter, mais voilà, oui, c'est sûrement très nuancé, mais j'ai pas l'impression que c'est avec Heidegger qu'on va faire du design, c'est-à-dire de la technologie qui a du sens. Avec Simondon, je pense que oui. Juste, tu évoques énormément Apple, mais c'est vrai que peut-être qu'on y reviendra parce que ça va être très intéressant de faire glisser la parole dans la salle. Il n'y a pas que Apple qui a ce rapport de culture technique un petit peu différente. On retrouve aussi une société sur laquelle moi je reste perplexe et fasciné d'une certaine manière, qui s'appelle Nintendo, qui porte effectivement ce regard à la fois une pensée industrielle, commerciale, mais aussi un projet sociétal par certains aspects. En tout cas un certain rapport à l'utilisateur qui est habité par des valeurs qui se veulent élévatrices un petit peu de ces utilisateurs. Voilà. Je vais peut-être repasser la parole. Micro, si. Il faut être court, mais il y a quand même des choses importantes à traiter, je pense. On est là pour débattre. Donc moi, j'aurais toute une série de questions à vous poser. La première, c'est concernant... Tout d'abord, moi j'ai lu votre livre, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un outil important pour ceux qui essaient de faire de la philo en école de design, ce qui est loin d'être facile. Dans les remarques que Pierre-Antoine vous a faites tout à l'heure, il y avait la référence effectivement à Heidegger et à sa pensée de la technique qui est beaucoup plus nuancée qu'on pourrait l'imaginer à premier abord, et je comprends votre réponse en disant effectivement dans la réception qui a été faite, Heidegger est devenu le père de la misotechnie, voilà, c'est pas grave. Ensuite, par contre, il vous a cité aussi tout un ensemble d'auteurs qui sont Derrida, qui sont Benjamin qui n'a pas été cité, qui sont Deleuze et Guattari, notamment Guattari qui a développé une pensée de la technique des ères post-média, etc., qui peut-être n'amène pas Apple, mais amène les Fab Labs. Donc il y a effectivement, notamment aussi dans l'affiliation allemande à travers Benjamin et dans la sphère française à travers des gens comme Simondon dont on a déjà parlé, mais Deleuze, Guattari, Derrida n'a jamais cessé de parler de technique de façon tout à fait favorable, profitable, enrichissante, etc. Donc la généalogie que vous avez tracée me paraît vraiment lourdement biaisée. Ensuite, vous dites qu'il n'y a plus de technique, en disant que la technique a été remplacée par cette convergence que vous nous avez décrite tout à l'heure. En même temps, il y a aussi actuellement, j'ai l'impression, dans le design, et pas seulement dans le design, dans la philosophie en général, on peut penser à Richard Sennett, on peut penser aussi à une ère américaine, au livre sur l'éloge du carburateur, par exemple. Il y a une idée de récupérer plutôt cette idée de technique pour la rattacher à une certaine compétence de la main et à une dimension artisanale qui semble parfois avoir été oubliée dans les convergences technologiques que vous évoquez. Et du coup, dans ce que vous dites à la fin de votre exposé, on a l'impression que le designer coïncide avec l'industrie. Or, les choses les plus intéressantes qui se font en ce moment en design, à mon avis, ce sont des choses qui essaient d'échapper à la logique industrielle, qui se font dans le non-standard, dans la sortie de la sérialisation, dans des retours à des pratiques qui sont des pratiques à la frontière entre l'architecture, l'art, une nouvelle manière de concevoir la production, etc., qui essaient de concevoir des alternatives à la dimension industrielle, donc dans toute une autre optique, et je ne ferai pas coïncider le designer et l'industriel dans cette recherche d'une nouvelle culture technologique que vous évoquez, et au sujet de laquelle je suis tout à fait d'accord. Ensuite, vous parlez de fétichisme de la technique en disant que les auteurs que vous évoquez ont fait une critique de la science, de la technoscience, comme étant une entité autonome qui se développe toute seule par une sorte de, je ne sais pas quelle aversion radicale. Or, tous ces auteurs n'ont pas fait simplement une critique de la technoscience, ont fait une critique d'une alliance entre la technique et l'industrie.
Donc il y a des aspects économiques aussi, le fait de la technique mise au service de l'industrie avec les conséquences néfastes que l'on connaît. Et ça, vous le trouvez dans la société hyper-industrielle de Stigler, que vous avez cité plusieurs fois. Vous le trouvez dans la critique des industries culturelles d'Adorno et Horkheimer. Donc il y a toute une dimension aussi de critique économique que vous avez laissée totalement de côté. Et pour finir, je dirais que le merveilleux dans les produits produits par l'usine, vous dites que personne ne nous a jamais proposé cette définition, le marketing n'a jamais fait d'autre que de nous dire que les produits produits par l'usine allaient enchanter nos vies. Donc le réenchantement qu'on recherche, je pense que ce n'est pas celui-là. Bon, moi j'ai du pain sur la planche là pour vous répondre. Hein? Donc je vais faire vite puisque je ne veux pas prendre trop de temps, mais bien sûr, je suis d'accord avec plein de choses que vous avez dit. D'abord, dans un exposé aussi bref, je n'ai ni le temps ni les compétences pour faire une restitution exhaustive d'histoire de la philosophie de la technique. Évidemment, on peut m'objecter plein d'auteurs, y compris certains que je n'ai pas lus, parce que je suis loin d'avoir tout lu, qui ont pu aborder en nuances, etc. Moi, je m'autorise de faire une petite percée comme ça. Et ce que je voulais montrer dans le premier temps de mon propos, c'est faire une petite généalogie de la misotechnie et pas de la pensée de la technique, qui est plus large. En fait, j'avais prévu même d'autres diapositives, mais ça m'embarquait trop loin. Il y a Jean-Claude Beaune, par exemple, qui est un philosophe de la technique, qui a eu un rapport très empathique avec la technique, qui est, sous la plume de Gilbert Autois d'ailleurs, le philosophe français de la technique qui a le plus écrit sur la technique. Enfin, il y a pas mal d'auteurs, effectivement, vous en avez cité certains, Guattari, Derrida. Mais bon, voilà, c'était pas non plus mon propos de restituer fidèlement, je ne peux qu'être d'accord avec vous, il ne s'agissait pas de restituer tout le mouvement de l'histoire de la philosophie de la technique. Après, un ou deux autres mots, le réenchantement, j'ai jamais entendu réenchantement au sens du marketing, j'ai entendu réenchantement là plutôt au sens de Stigler, c'est réenchanter par d'autres moyens que le marketing industriel. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous pour dire que le design, ce n'est pas que l'industrie, ce n'est pas que la même chose que l'industrie. Je l'ai un petit peu évoqué quand j'ai dit qu'avec le numérique, on a vu un retour à l'artisanat, à l'aventure solitaire, etc. Donc je suis assez d'accord avec pas mal de choses que vous dites, en fait. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir ce que j'ai soutenu pour autant. Et enfin, dernière chose, quand vous dites que l'alliance de la technique et de l'industrie, je sais pas, j'en aurais peut-être pas assez parlé ou quoi, ce qui m'étonne dans cette formule, c'est qu'on présuppose que la technique et l'industrie préexistent toutes les deux séparément, et puis qu'à un moment donné, elles s'allient. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que la technique et l'industrie, c'est ce que montre bien l'histoire des techniques de Bertrand Gilles, elles se font ensemble. Il n'y a pas à un moment donné la technique qui décide de s'associer ou de s'allier à l'industrie. Elles sont ensemble depuis le départ. Après, il y a des logiques peut-être de marketing qui la font ou les font dériver là où on ne souhaite pas. Mais si de réenchantement il doit y avoir, c'est pas de manière restrictivement industrielle ou marketing que je voulais le dire. Toutes les formes et les Fab Labs, etc., tout ça, je ne peux qu'abonder dans l'intérêt très vif que nous devons avoir pour ces initiatives. Tout d'abord, merci Stéphane pour cette intervention qui est aussi nécessaire par rapport à cette idée que le design a besoin d'une pensée, que la philosophie l'a largement ignorée au XXe et encore jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment une nécessité et votre livre le dit très bien. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur l'idée d'artisanal, parce que c'est aussi un petit peu une pensée qui revient beaucoup, curieusement, dans la pensée du design, dans la pensée des techniques aujourd'hui, dans tout ce qui est des mouvements d'autoproduction, des mouvements du design qui se situent en marge de l'industrie. Et peut-être que, justement, il revient pas seulement comme un mode de production, c'est-à-dire un mode de production pré-industriel qui était marqué comme un mode de production qui serait mort avec l'industrie, mais aussi, et ça je le soutiens fermement, comme un mode de pensée, justement, qui n'est pas seulement une façon d'envisager la technique et la manière dont on produit les choses, mais la manière dont on les pense, dont on les envisage.
envisage. Et donc peut-être que le lien justement entre le design, entre ce que tu disais aussi Manola, et ce que vous disiez tous les deux, c'est que cette articulation, enfin ce qui n'est pas, à mon avis, un retour à l'artisanal du tout, c'est juste une façon d'envisager la technique qui est ancrée en nous, comme depuis qu'on taille des galets, à savoir que c'est une façon de penser les choses, c'est un mode exploratoire de la pensée qui est tout à fait tangible dans les Fab Labs, dans toutes les initiatives qui explorent la technique, la technologie et tout ce qui se crée et qui va tellement plus vite que tout ce qu'on peut, de la manière dont on peut le saisir. Voilà, donc peut-être vous avez des choses à dire là-dessus. Oui, merci de cette remarque, mais effectivement, c'est difficile de restituer dans leur complexité l'ensemble des aspects de ces questions en si peu de temps, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'artisanat, son intérêt, comme à travers l'autoproduction, son intérêt pour proposer justement de nouvelles pratiques de la technique individuelle, mais aussi qui vont permettre, je ne sais pas, diverses manières de réinventer un quotidien, réinventer l'énergie à une petite échelle. Moi, j'adhère très très bien. En vous écoutant, ça me faisait penser, j'ai commencé à lire à ce que dit Jérémy Rifkin dans la 3e révolution industrielle, un livre qui vient de sortir qui synthétise des idées que Rifkin a déjà défendues, mais qui est très intéressant et qui souligne que, selon lui, le monde qui vient, c'est un monde dans lequel les énergies non renouvelables vont converger avec l'Internet, que chacun produira un jour son énergie verte de son côté, et peut-être par justement un retour à des pratiques qui rappellent l'artisanat, parce que ce sera des choses à plus petite échelle, sur le local, pour résoudre des problèmes localement, au lieu de passer par de grosses machines industrielles mondialisées. Ce serait peut-être à souhaiter. Mais si j'ai tant parlé d'industrie aussi, c'est parce que je me place un petit peu d'un point de vue macro-historique, j'ai envie de dire, c'est que le problème de l'industrie, il est très simple, c'est le problème de la quantité, c'est tout. L'industrie est née, où on a commencé à en parler, quand on a mis au point des dispositifs qui permettaient de faire de la très grande quantité. Le haut fourneau, par exemple, c'est pas un dispositif qui a permis d'inventer le métal, ça a permis de produire en grande quantité du métal à bas prix. Et c'est ça le problème de l'industrie, c'est le problème de la grande quantité. Alors moi, je trouve ça admirable, toutes les initiatives en termes de production, d'artisanat ou de développement local, etc., qui ont lieu, mais elles seront pleinement convaincantes quand elles pourront se substituer, si elles y arrivent, et c'est ce qui serait souhaitable. Parce que je pense j'ai en tête les graphiques du pétrole sur les 50 et 100 ans qui viennent, les graphiques des énergies fossiles qui creusent et qu'en 2100 il n'y en aura plus. Ça sera la fin des énergies fossiles. C'est que à petite échelle, oui, très bien, tous ces dispositifs, mais comment on va faire pour se sortir de notre dépendance à l'industrie comme machine à faire de la grande quantité. Avec l'explosion démographique, c'est pas un mince problème. Donc, si on arrive à faire émerger un nouveau système technique au sens de Bertrand Gilles, c'est peut-être ça la 3e révolution industrielle de Jérémy Rifkin, où l'artisanat, l'autoproduction trouveront une place efficace pour que chacun produise localement son énergie, la partage sur un Internet de l'énergie, comme le dit Rifkin, etc. Très bien, mais il faudra trouver une solution au problème de la grande quantité. Comment on va faire pour être de plus en plus nombreux en ayant de moins en moins d'énergie fossile, etc. C'était ça la force de l'industrie, c'était la très grande quantité. Mais je suis très très d'accord, on ne peut plus d'accord avec l'idée que la technique est ancrée en nous. Je défends, même si j'ai pas l'occasion de le développer ici, que notre existence est techniquement déterminée depuis le début, en tout lieu et en tout point. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu étonné avec ce que le
numérique produit de nouveau dans nos quotidiens, on fait comme si on avait oublié qu'avant le numérique, d'autres techniques étaient là et le remplaçaient. Par exemple, on fait comme si c'était pas des objets techniques, le papier et le crayon, et on se dit, oulala, il y a les tablettes maintenant, est-ce que ça va faire disparaître tel ou tel rapport à l'apprentissage dans l'éducation, par exemple, parce que c'est des tablettes. Mais est-ce que le papier, est-ce qu'on s'est posé la question du papier à la Renaissance, vous voyez, il y a toujours un réceptacle technique qui précède un nouveau réceptacle technique. C'est toujours, notre existence, elle est toujours techniquement déterminée. En ce sens, on n'échappe pas à la technique, mais pas dans un sens négatif. On n'échappe pas à la technique dans le sens où c'est elle-même qui détermine notre nature opérationnelle. Il y a toujours de la technique pour opérer dans l'existence. Donc voilà, moi c'est plus une réaction qu'une. Je ne sais pas si c'est une vraie réponse à votre question, mais je suis assez en phase avec ce que vous dites. Juste avant de passer la parole à Annie Leridan, il y a peut-être une distinction qui est proposée par Pierre Lévy dans l'intelligence collective, qui distingue le déterminisme de ce qu'est la technique comme condition de possibilité. Il explique comment la technique ne nous détermine pas, au sens où elle nous laisse un libre arbitre, mais qu'elle est pour autant une condition de possibilité de nouvelles modalités d'existence, et depuis le papier à l'imprimerie jusqu'aux nouvelles technologies. Donc je crois que c'est une distinction qu'on peut faire travailler aussi quand on s'intéresse au sens et quand on s'intéresse. Alors aussi, je terminerai là-dessus. Il me semble que finalement, tout ce qu'on envisage comme un autre rapport à la technique, un rapport plus enchanté avec des guillemets, d'un enchantement qui ne serait pas naïf, finalement doit nous amener sur le terrain de l'économie. Enfin, je pense en particulier à l'économie des affects, mais plus généralement au terrain de l'économie, à une autre, au sens où cette autre pensée de la technique doit s'intégrer à un autre modèle économique, peut-être. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent actuellement sur la décroissance, mais on pourrait, je pense, aller voir de ce côté pour penser en termes écologiques, au sens d'une écologie sociale et d'une écologie de l'esprit. Voilà. Donc, c'est sur ce point que je laisse la parole à Nicolas. Merci, et je ne vais pas vous parler de Gregory Bateson dans la foulée. Je voudrais justement présenter très brièvement Annie Leridan. C'est vrai que, Annie, j'aurais pu te passer la parole pour que tu continues ce débat-là, mais la formule de ce séminaire, c'est un temps théorique et un temps plutôt sur des récits de praxis. Et c'est plutôt sous cet angle-là que Annie va nous présenter son travail. Pas forcément sous forme d'image. Dans ce séminaire, nous invitons donc des designers, mais aussi des artistes. Et Annie, qui est créatrice, moi je dis créatrice lumière, mais c'est-à-dire qu'elle est éclairagiste, paysagiste, scénographe, beaucoup de possibilités avec Annie dans ses approches expressives et créatives. Mais Annie est d'un côté technicienne, elle est parfois embauchée pour être technicienne, parfois elle est sur des projets personnels où c'est sa propre expression artistique qui pilote les projets, et elle collabore régulièrement avec des designers. Donc de cet aspect un petit peu à la croisée des chemins, eh bien, ça va nous permettre de voir justement, non pas de répondre à la question de savoir si le designer est un artiste ou un technicien ou quelque chose entre les deux, mon capitaine, mais de voir quelqu'un qui collabore avec ces divers aspects dans sa pratique professionnelle et personnelle. Le travail sur la lumière, j'ai envie de dire, c'est parfois un petit peu comme le design interactif. Quand c'est bien fait, souvent c'est invisible. C'est ça qui peut paraître paradoxal dans cette matière, c'est que c'est à la fois ce qu'il peut y avoir de plus flagrant et de plus originel, diront certains, et en même temps c'est ce qui est parfois le plus difficile à attraper. Des fois on peut avoir la sensation qu'on a vu un bon spectacle parce qu'il y avait une belle lumière, et c'est donc des effets de sensation qui sont souvent proches de questions que les designers ont, notamment dans leur rapport du fait qu'ils sont orientés
utilisateur qu'on peut retrouver dans la création lumière. Et puis, en parlant d'enchantement et d'enchantement pas naïf, là aussi, le lumineux est souvent associé au merveilleux. Et parfois, c'est tout un travail que de pouvoir modeler des ressentis à travers ces grammaires-là. Mais je te passe tout de suite la parole, Annie, pour parler de ton travail. Merci. Je pense que la façon dont je vais parler de mon travail va être une forme d'illustration des thèmes que nous venons d'aborder, parce que le travail que je fais, bien évidemment, est une sorte d'aller-retour entre de la production et de la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on le fait, pourquoi on le fait et en direction de qui. Je dis ça parce que je suis effectivement éclairagiste. On dit luminariste en Belgique, on dit lighting designer, un pays anglo-saxon. Je suis donc paysagiste aussi, c'est-à-dire qu'un jour j'ai décidé de sortir de la boîte noire que constituait un plateau de théâtre, une salle de théâtre, pour aller à l'extérieur et travailler avec des outils qui sont similaires, c'est-à-dire avec des plantes qui pour moi étaient une autre façon de travailler sur la forme, la couleur, le volume et le regard du spectateur. En fait, faire du paysage, dessiner un jardin, c'est avoir un point de vue, avoir un cadre, une ligne d'horizon, c'est exactement ce qu'est la place de l'éclairagiste dans un plateau, dans une salle de spectacle, puisqu'elle va donner à voir, elle va être l'œil du spectateur. Être co-auteur de documentaires ou travailler en tant qu'assistante de réalisation, ça a été pour moi une façon de raconter le travail, une façon de transmettre, parce que la troisième dimension de l'exercice de ces activités autour de la lumière, hein, ou autour du paysage, c'est inévitablement faire profiter à chacun et partager de la façon la plus large les parcours professionnels, les choses acquises, les expériences, tout ça très lié à ce qui s'est produit pour moi ces 10 dernières années, c'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on a appelé les nouvelles technologies, que j'appellerais les technologies actuelles. C'est l'utilisation de l'ordinateur personnel au travail, d'une façon ou d'une autre. J'aime aussi voyager, j'aime surtout travailler en équipe. Je pense que c'est la chose la plus intéressante qui m'ait été donnée de pratiquer. C'est travailler à la rencontre, en fait, de tout un tas d'expériences ou en tout cas de parcours de personnes extrêmement différentes. Sur un plateau de théâtre, quand il s'agit d'éclairer un spectacle, qu'il s'agisse de danse, de spectacle de théâtre, de marionnettes, quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un public qui soit un public adulte ou un public d'enfants, c'est toujours travailler avec quelqu'un qui a une idée sur les costumes, quelqu'un qui a une idée sur le décor, sur la scénographie, quelqu'un qui a une idée sur la façon de raconter des histoires, et puis un porteur de projet, un chorégraphe ou un metteur en scène qui va nous donner sa vision de l'œuvre à venir. Et c'est dans un fonctionnement en étoile, chacun y amène sa pierre, et on fait un spectacle, pas forcément celui qu'on avait rêvé au départ, mais c'est la confrontation au réel qui nous permet de vous proposer des spectacles. On m'a sollicité aussi de plus en plus souvent, non pas pour faire de la lumière de paysage, mais pour travailler au recueil des désirs de ceux qui allaient être les utilisateurs du lieu. Donc dans un jardin, notamment dans un espace public, puisque c'est plutôt dans l'espace public que je travaille, on va essayer de faire intervenir tous les acteurs, tous les futurs utilisateurs du lieu, bien en amont de ce dessin de jardin, pour comprendre ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, et surtout pour leur raconter l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recueillir
les désirs de chacun et puis de faire un espèce de jardin palimpseste de tout ça, mais beaucoup plus de retrouver chez tous ces futurs utilisateurs du lieu ce qui pourrait faire sens commun. Je dis ça parce que, en fait, c'est pas très éloigné ce qui se passe sur un plateau de théâtre. C'est tout à coup une œuvre, c'est vraiment la superposition de tous les désirs. Un jardin, et c'est aussi la superposition des besoins et des désirs, la conjugaison des besoins et des désirs, et toujours dans cette idée d'intérêt général. Voilà, pour revenir à d'autres fonctions aussi que je peux exercer, c'est travailler sur des installations ou travailler à la lumière d'exposition. C'est donner à voir, transformer un espace, c'est changer ces lieux qui nous sont habituellement éclairés avec des tubes fluo, assez peu de lumière du jour, les transformer en lieu du merveilleux, pourquoi pas, ou au lieu de l'impossible, et en tout cas faire vivre une expérience au spectateur qui est celle de traverser et de plonger dans cette matière immatérielle qu'est la lumière. Quand j'ai commencé ce travail, j'ignorais complètement que c'était un métier de faire des lumières. Donc bien sûr, j'avais été embauchée comme électricienne, je trouvais ça très chouette, je peignais des décors la nuit, le scénographe arrivait en disant en gris, ce serait tellement mieux. Donc on repeignait la nuit en gris, on se dit oh mon Dieu, on travaille pour l'art, c'est génial. Et puis il arrivait le lendemain matin en disant non, en marron. Alors on passait toute la nuit à repeindre le décor en marron et on trouvait ça vraiment très chouette. Et tout à coup arrivait un éclairagiste qui nous mettait une lumière rouge et ça n'avait absolument plus rien à voir. Donc, je ne comprenais pas très bien comment toutes ces choses fonctionnaient. Et je me suis donc intéressée à ce duo que devait constituer le scénographe, celui qui fait le décor, celui qui va penser l'espace de circulation des interprètes, et qui va aussi penser la relation scène-salle, c'est-à-dire comment le spectateur va regarder ce qui est donné à voir. Et je me suis dit que peut-être on pouvait travailler ensemble et que inévitablement chez nous on essayait de mettre de la lumière dans la cuisine plutôt aux endroits où on avait envie de travailler, donc il y avait quelque chose qui appartenait à la lumière et qui était important, donc il fallait qu'on puisse que peut-être ça pouvait se penser. C'est assez étonnant parce que dans ces années 80 qui a été une espèce de grand moment de coup de talent dans l'Hexagone, l'arrivée de la gauche, une volonté d'avoir énormément de spectacles. Et ça a été aussi l'explosion des espaces publics et des jardins aussi. Donc il y a une espèce de conjugaison là entre cette place de la lumière et puis la façon dont on a commencé à apprécier ou commencer à comprendre ce qu'était un espace et l'importance que cet espace avait dans la vie des hommes. Je crois qu'aujourd'hui, on se pose plus de questions sur la fonction du jardin. Je pense qu'on se pose plus de questions sur la fonction de la lumière. On a bien compris qu'on éclairait les villes, on a bien compris qu'on éclairait tout un tas de lieux en essayant de répondre aux questions du sentiment d'insécurité. Et je pense que cette évolution va aller croissante. Très certainement à cause d'une évolution technologique qui est l'apparition des LED. C'est-à-dire, comme on est passé de la bougie à l'électricité sur un plateau de théâtre, ça a complètement bouleversé la place de la lumière, comme on est passé de la lumière pilotée par des grosses machines à des ordinateurs, a complètement bouleversé la façon de faire de la lumière. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux outils vont bouleverser la façon de faire de la lumière, bouleversent notre propre perception, parce qu'on utilise chez nous maintenant des ampoules LED qui peuvent varier de couleur. Enfin, on réfléchit à la façon dont on va éclairer les pièces dans lesquelles on vit, pour voir, pour que ce soit agréable, pour que ce soit joli. Et je pense que cette façon dont on s'approprie, nous, dans notre espace privé, la lumière, a des répercussions sur la façon dont moi je vais devoir faire de la lumière. Je vais plus pouvoir me servir des mêmes outils. Doublé du fait que je ne peux que avoir une conscience que quand je travaille 12 heures par jour sur un plateau de théâtre avec 40 projecteurs de 1000 watts allumés, je consomme énormément.
Et je ne peux pas aujourd'hui continuer à avoir ce type de pratique sans essayer de mettre en parallèle une réflexion sur l'utilisation de ces outils. On est là à un endroit de consommation bien trop excessive pour les choses qu'on a à raconter sur ce plateau. Il faudrait être un peu cohérent. Voilà, donc je crois que ces histoires de l'aide, enfin en tout cas pour moi, sont vraiment très importantes. Sur la fonction de la lumière, ce qui est un peu le deuxième thème que j'avais envie d'aborder après avoir fait ce petit parcours sur la façon dont les choses sur lesquelles je travaille, je vais juste vous raconter une anecdote. Quand j'ai travaillé tout au début comme régisseur lumière, puisque c'est la fonction d'assistante de celui qui est le créateur d'éclairage, je travaillais avec quelqu'un pour lequel j'avais une profonde admiration, qui s'appelle Joël Hourbecq, et qui a importé sur les plateaux de théâtre la lumière du cinéma. Donc on a travaillé on travaillait beaucoup dans les années 80 autour d'une approche un peu naturaliste de la lumière. Il fallait une direction de lumière qui traversait souvent une fenêtre, des volets. On comprenait qu'on était le matin, on comprenait qu'on était le soir. Donc je travaillais avec Joël jusqu'à ce que le metteur en scène vienne le voir. Je travaillais sur un opéra qui était Zaïd de Mozart, et le metteur en scène vient le voir en lui disant « Mais Joël, la lumière que tu as faite pour le second acte, ça n'est pas possible, il y a contresens. » Et moi je tombais des nues en me disant « Mais s'il y a contresens, alors ça veut dire que la lumière, ça a du sens, peut-être. » Et l'éclairagiste était effondré, et là j'ai compris qu'on n'éclairait plus uniquement pour faire joli, ou que si on choisissait de faire un petit matin ou de faire une nuit qui tombe, c'est que ça racontait quelque chose. Ça racontait du temps, déjà. Et je pense que la première fonction de la lumière dans un spectacle, c'est celle du temps. Par exemple, quand on doit passer d'un acte à un autre, on fait un noir, généralement, et ce noir, c'est du temps. C'est une ellipse, en tout cas. Donc, si cette lumière, c'est du temps, c'est aussi un espace, c'est-à-dire qu'on ne va pas éclairer de la même façon un intérieur ou un extérieur, il n'y aura pas la même qualité de lumière. Donc on donne toutes ces indications de lieu et puis de moment avec la lumière, et c'est une première fonction pour peu qu'on choisisse que la lumière soit l'illustration soit une illustration de ce type. On peut décider à ce moment-là, quand on a fait ce genre de choses, que cette lumière qui guide le regard et l'œil du spectateur aura un parcours linéaire, c'est-à-dire qu'on organisera un temps et des espaces sur un plateau de théâtre qui est parfaitement cohérent parce qu'il y a quelque chose comme ça au théâtre qui est aussi lié à l'écriture du théâtre, qui est une façon linéaire de raconter une histoire. Sur les différentes façons d'éclairer un spectacle, je pense qu'on peut choisir d'abord lire un texte quand il s'agit de théâtre, d'essayer de comprendre un peu ce que ça raconte. Et à partir de là, en tirer quelques conclusions, notamment, c'est très bien que s'il faut créer une ambiance qui est lugubre ou terrible, eh bien on fera une lumière plutôt grise, plutôt faible, qui ressemble plutôt à une journée d'hiver, et essayer de trouver tous les signes qui vont induire au spectateur une espèce de compréhension de ce sentiment de grisaille du petit matin. Si on traite dans un spectacle de danse du jeu vidéo, on va se plonger dans l'univers du jeu vidéo et on va essayer d'en extraire les grandes lignes. Je parle de ce spectacle-là parce qu'on l'a joué à Évry et que ça a été vraiment un gros travail pour moi, extrêmement intéressant. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu que je me coltine des jeux vidéo. Donc j'ai embauché mon fils parce que j'étais absolument incapable de faire sortir la Croft de la première pièce. C'était horrible. Et donc mon fils est arrivé et m'a fait parcourir un certain nombre d'univers du jeu vidéo, et j'étais assez fascinée quand même par la compréhension à l'époque il avait 12 ans.
qu'il avait de l'espace, c'est-à-dire que pour moi c'était hallucinant, il comprenait absolument tous les endroits où il devait être, et il m'expliquait comment un décor tournait, ou comment il savait exactement ce qui se passait derrière lui, et donc on a décrypté ensemble, lui et moi, les univers qui étaient les univers de vie, les univers de combat, les univers de mort, les univers extrêmement statiques, et on reprend des choses très simples, hein, quand il y a de la vie c'est vert, quand il y a la mort c'est rouge, quand il se passe rien et que les avatars attendent sagement le joueur, c'est blanc et grisâtre, et on a donc repéré un peu toutes ces choses-là, et ça a été un moment assez intéressant parce que ça a été un vrai espace de rencontre aussi entre ce gamin qui joue aux jeux vidéo, où, bien sûr j'avais tendance à lui dire mais c'est un peu violent comme jeu, et bien bah oui mais c'est un jeu, oui d'accord, ok c'est un jeu, très bien. Mais ça a été un vrai espace de rencontre et de communication. Lui avait des choses à me transmettre, et moi je comprenais que tous ces signes-là en fait étaient des signes qui étaient tellement évidents pour les gamins, et que sur le plateau théâtre, quand j'allais travailler sur un spectacle de danse contemporaine, donc qui peut paraître extrêmement compliqué, il suffisait que je remette tous ces éléments-là pour que les gamins accrochent et en comprennent bien plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc il faut aller, voilà, c'est un peu cette méthode de travail, aller convoquer, aller s'intéresser un peu à tout ce qui se passe tout autour. Pour vous donner un troisième exemple de spectacle de danse, qui sont quand même le type de spectacle sur lequel je travaille le plus, j'ai travaillé sur un spectacle qui traitait de la violence des images, ou plutôt qui traitait de la violence dans les images. Donc on a convoqué un certain nombre de médias. On est allé voir sur Internet qu'est-ce que c'était que cette violence représentée sur Internet. On est allé voir des documentaires, on est allé voir des films de fiction. En fait, on s'est arrêté et on a travaillé sur les films de fiction, puisqu'il était absolument impossible pour nous de travailler sur du documentaire. En fait, c'était d'une trop grande violence. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que entre un film de fiction cinématographique ou une vidéo sur Internet, ou des images qu'on pouvait trouver sur les téléphones portables, on avait une qualité d'image qui était radicalement différente. Donc mon travail sur ce spectacle-là a été de rendre cette qualité d'image, savoir s'il s'agissait d'une image vidéo, d'une image cinématographique ou d'une image hyper pixelisée comme celle de nos tout petits écrans. On s'est aussi beaucoup intéressé à toute la peinture, notamment le Caravage et la violence qui aussi émane de ces peintures. Et c'est un thème qu'on n'a pas trop traité dans le spectacle. Voilà, donc c'est un peu pour vous donner une idée de l'importance de la lumière, à savoir qu'il suffit d'être extrêmement observateur des choses qui nous entourent pour faire de la lumière. Ensuite, c'est un peu de maîtrise d'outils, et encore ou de capacité à communiquer avec les gens qui maîtrisent ces outils-là. Pour créer la lumière d'un spectacle, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut penser une continuité. Il s'agit d'abord de convoquer un peu tous ces éléments, et ensuite de penser une continuité ou non. Mais en tout cas, il va falloir déterminer un peu un parcours et une relation entre les différents éléments qui vont s'enchaîner. Donc, penser la lumière de ce spectacle, c'est d'abord la penser dans son ensemble. Et puis, on va organiser des événements à l'intérieur de ça, qui sont la montée lente de la lumière, la montée rapide, les différentes intensités de projecteurs, des ruptures sèches, et puis un passage d'une ambiance à une autre, ou une évolution d'une même ambiance selon l'intensité dramatique du spectacle. Ça s'appelle une conduite lumière, voilà. C'est le temps, ça indique le temps, et ça qualifie un espace. Je vous raconte tout ça parce que ce qui est arrivé avec l'avènement des nouvelles technologies, c'est qu'on s'est retrouvé il y a une vingtaine d'années, un peu amené par la danse, avec des images sur le plateau. C'est-à-dire qu'on avait sur un plateau qui est quand même du corps, de la chair en 3D, des images en 2D qui étaient censées nous raconter la vie.
c'était quelque chose d'assez étonnant parce que l'arrivée de ces images a complètement bouleversé la place de la lumière. C'est-à-dire que moi, je ne savais plus quoi faire à un moment quand j'avais une image qui était en fond de décor face à laquelle dansaient des interprètes. Qu'est-ce que moi, je pouvais encore raconter comme en lumière pour dire autre chose? Bon, bah voilà, cette image-là, c'est une chambre. On est dans une chambre, il y a une petite ampoule qui se promène. Qu'est-ce que je fais? Et bah voilà, il y a deux tendances. Une première qui est de dire, qui a donné naissance à des espèces de grandes engueulades entre les vidéastes, ceux qui font de l'image, et puis les éclairagistes, et puis une autre catégorie d'éclairagistes qui se sont dit, mais en fait, on va utiliser l'image parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez fantastique. On va l'utiliser comme source lumière parce que nous, quand on allume un projecteur, on peut monter son intensité, la descendre. Mais une image, ça bouge, ça clignote, ça vibre, c'est du mouvement et c'est quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas faire avec nos projecteurs de théâtre. Donc la tentation a été vachement grande d'amener cette nouvelle chose pour trouver une nouvelle forme d'écriture. Et voilà, technique évoluant différemment. Un projecteur de théâtre, c'est une ampoule très chaude, qui est un temps de montée très lent, et un vidéoprojecteur qui diffuse une image, quelle que soit la couleur qu'on en donne, c'est froid, ça écrase, enfin, c'est une espèce de qualité de lumière très, très particulière qui n'a absolument pas le rendu d'un projecteur de théâtre. Et la rencontre de ces deux outils-là créer des temps complètement différents. C'est-à-dire, on faisait monter de la lumière doucement pour faire petit jour qui se lève, et puis derrière, on essayait d'utiliser un vidéoprojecteur pour donner un mouvement de nuage ou pour essayer de faire vivre cette lumière. Et on était dans deux qualités de lumière tellement différentes qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à faire cohabiter ça. On a là du 3D, de la matière, du temps, et on va y coller des images comme si on collait des gens un peu au fond d'un plateau. Donc, ça a été cette rencontre entre ces deux sources lumière qui a produit des choses qui sont extrêmement laides, en fait, parce que des histoires de température, de couleur, je rentrerai pas trop dans la technique, mais des histoires de matière, en fait, de qualité de lumière qui cohabitaient très très mal. Puis en plus, un vidéoprojecteur, c'est en face, c'est pas très joli sur les visages, les pixels, c'est moche, c'est gros. Donc voilà, on a viré les vidéoprojecteurs, on s'est dit on va faire autre chose, on va trouver d'autres moyens de faire se rencontrer, enfin de faire des images sur un plateau. Combien de temps? 10 minutes. 10 5 oh, Et donc, faites un décompte là, parce que... Et donc... Et voilà, pour revenir à ça, si la qualité des vidéoprojecteurs n'était pas une qualité qui nous servait, enfin, n'était pas un outil qui nous semblait avoir la qualité qui puisse produire une lumière intéressante, par contre, tous les outils de diffusion des images étaient des outils vraiment intéressants. Aujourd'hui, pour piloter la lumière sur un plateau de théâtre, on utilise ce qui s'appelle un jeu d'orgue, hein, référence au gaz, gros tuyaux, gros boutons, à l'époque où... ça, c'est une chose. Aujourd'hui, un jeu d'orgue, c'est un outil qui a plein de boutons où il faut taper un numéro de circuit, donc un numéro de projecteur, lui affecter une intensité, faire ça à chaque projecteur, enregistrer un effet. Et cet outil-là, qui permet de constituer la conduite lumière, eh ben, il faut qu'on puisse trimballer de théâtre en théâtre la mémoire, notre conduite lumière. On n'emmène pas le jeu d'orgue de théâtre en théâtre, mais par contre, on transmet les informations d'un jeu d'orgue à un autre avec une disquette. Je ne sais pas si vous voyez un peu où on en est en 2012 avec les techniques de pilote de la lumière. On trouve plus de disquettes, c'est l'enfer, on se bat pour garder les disquettes pour avoir... Mais c'est vraiment, pour obsolète, c'est obsolète. On envoie un effet lumière, on est obligé de construire des séquences de lumière qui sont les unes après les autres, c'est-à-dire on ne peut pas créer d'événements qui se superposent. C'est un état lumière qui précède un état lumière à venir, et on constitue comme ça une cinquantaine, 60, 200 parfois, effets lumière, effet par effet.
Et puis arrivent donc sur ces plateaux les gens qui utilisent leur ordinateur pour pouvoir piloter les images, pour envoyer les images, qui sont hyper réactifs. Et si on n'a pas gardé le vidéoprojecteur, en fait, on a gardé cet outil-là, l'outil informatique pour piloter de la lumière, pour piloter de la lumière, c'est-à-dire au lieu de sortir dans un protocole qui est celui-là qui permet d'envoyer des images, on sort sur un autre protocole qui s'appelle DMX512 et qui nous permet de piloter ces projecteurs. Mais ce qui est très drôle, c'est que la façon dont cet outil qui est hyper réactif pour piloter les projecteurs nous a permis de repenser la façon d'écrire la lumière. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un processus linéaire extrêmement narratif, on pouvait tout envoyer en même temps, on pouvait tout faire clignoter, envoyer des informations extrêmement rapides, alors qu'un jeu d'orgue c'est super lent, c'est go, 1 seconde, ça s'allume. Et que là c'est hyper réactif, on pouvait aussi on peut toujours tenter d'inventer des outils qui nous sont propres, c'est-à-dire se dire eh bien cette lumière-là, je veux d'abord qu'elle clignote, et puis après elle fait ceci, puis après elle fait cela, puis ça s'éteint dans le noir et ça se rallume 3 secondes après. Et c'est hyper facile à faire avec ces outils-là, mais on s'est mis à penser autrement la façon de faire de la lumière, c'est-à-dire que comme on utilisait un outil qui diffusait des images, on a commencé à penser à construire les lumières de spectacle sur la forme d'un montage cinématographique. C'est-à-dire qu'on parle plus de noir, mais on parle de fondu, on parle plus de suspension de temps, on parle d'ellipse. C'est-à-dire qu'on utilise maintenant dans notre vocabulaire chorégraphe, metteur en scène, éclairagiste, ce vocabulaire qui est celui de la rapidité d'un montage de publicité, par exemple, dans la façon de faire circuler la lumière, ou alors qui est dans le temps du cinéma. Et c'est vraiment étonnant comment ces outils, nouveaux outils, l'arrivée de l'image qui a remis en cause la place de la lumière, comment ces outils-là, aujourd'hui, qu'on peut inventer, piloter, transmettre surtout, puisqu'on travaille sur des logiciels libres qu'on essaie de diffuser, un jeu d'orgue, ça coûte 5 000, 15 000, 45 000 euros. Hein. C'est ces outils qui permettent de piloter la lumière. Nous, on travaille effectivement avec Cyril Henry, donc, qui est développeur informatique, qui est aussi artiste. On travaille à faire des outils qui sont diffusés le plus largement possible, qui sont augmentables, transformables, inventables, jetables et recommençables. On travaille là-dessus et je me rends compte à quel point ça a complètement changé ma façon de faire de la lumière. En fait, maintenant, j'ai envie de faire de la lumière comme on fait du son, en multipiste. Je mettrais une couche là, d'abord, qui bougerait pendant 1 heure, ça tournerait, et puis j'interviendrai de façon ponctuelle sur plusieurs autres événements. Ce qui m'a poussé, donc, pour parler du dernier spectacle qui a joué à Évry aussi, qui s'appelle Les Fuyantes, à réutiliser le vidéoprojecteur, mais non plus comme étant une source d'image, mais comme étant un réel outil. Par exemple, éclairant les corps en blanc dans un espace noir. Il faut savoir que ce spectacle travaillait sur l'idée de l'espace en 3 dimensions et sur la ligne de fuite et sur la perspective. Donc pouvoir effacer complètement l'espace en éclairant que les corps grâce à un vidéoprojecteur et un procédé de mapping. Et surtout, ce qui m'a vraiment éclaté, c'est de pouvoir éclairer en noir. C'est-à-dire j'éclaire l'espace et je soustrais le corps. Et quoi, éclairer en noir, c'est trop chouette. Merci beaucoup pour cette très belle réflexion sur votre pratique de la lumière. Et j'ai beaucoup aimé cette idée de l'œuvre, comme vous avez dit, une œuvre, c'est une superposition des besoins et des désirs. Et je retrouvais là notre conversation avec Stéphane Vial tout à l'heure, pour finalement dire que ce qui peut nous faire entretenir un autre rapport au monde, mais aussi à la technique, c'est bien l'art, c'est-à-dire une nouvelle pratique, une pratique des sensibilités. Et dans ce que vous avez dit, on sent bien qu'il y a une nouvelle façon d'apporter du sens. On apporte du sens, en l'occurrence, en faisant de la lumière. Et ce qui est tout à fait beau, c'est cette manière d'allier le sens à une fabrication. Une fabrique où les techniques sont là pour donner à voir, nous permettre de donner à voir autrement,
Donc elles nous permettent de démultiplier notre perception. Donc on est dans une expérience quasiment phénoménologique de perception, avec toutes les lignes de fuite qui sont possibles. Et vous avez cité le spectacle des fuyantes, où là, véritablement, on avait un agencement à la fois des corps, donc de la matière, et de l'hyper-technologique, pourrait-on dire. Donc là, précisément, on avait un magnifique exemple d'agencement collectif qui intègre l'esthétique, qui intègre le politique, qui intègre aussi le technologique, avec cette idée que l'enjeu dans l'image aujourd'hui est peut-être de retrouver, si on s'interroge en termes de sens, de retrouver la matérialité des images, ou de retrouver, moi j'ai pensé à cela à la fin de votre exposé, de retrouver ce qui est écrit dans les images. Lorsque vous avez évoqué le montage, on monte un spectacle en fabriquant des images, en fabriquant de la lumière. C'est aussi une façon de retrouver de l'écriture d'une certaine manière. Dans les nouveaux montages, il y a aussi de nouvelles formes d'écriture, une forme d'écriture de la lumière. Bon, ce sont plutôt des réactions, et pour faire le lien avec l'exposé de Stéphane. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Pierre-Antoine, sur la fabrication du sens en travaillant sur le matériau lumière. Et moi, ça me ramène à ce que je défends dans mon livre autour du design. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de technologie tout à l'heure, mais je défends beaucoup l'idée que là où il y a un geste de design ou de designer, c'est là où il y a un effet d'expérience, c'est-à-dire que quelque chose est proposé, quelque chose intervient dans l'expérience que fait un usager d'une situation. Et dans ce que vous avez dit, vous avez bien montré que, par le sensible et la lumière, qu'on va évidemment pas faire naître la même expérience des choses, la même expérience d'un jeu vidéo, la même expérience d'un spectacle, en fabriquant la lumière. Moi, je trouve qu'on sent bien dans ce que vous dites de votre travail le geste du designer tel que moi je me suis plus à le définir. Et donc moi, pour faire écho à votre présentation du début, je vous appellerai designer lumière. Oui, je voudrais rebondir sur cette idée de fabrique aussi, parce que c'est vraiment un thème qui est assez fédérateur déjà de vos deux interventions, et puis aussi de l'idée de démiurgie, en fait, on revient à Fiat Lux toujours, mais on y reviendra peut-être toujours, et de cette idée que de la fabrique du sens, de la fabrique de l'objet, enfin tout ce lien entre art et technique, il passe par cette initiative, enfin par cette idée, ce concept de fabrique. Et donc aussi de mise en œuvre d'espèces de chaudron, la Cora qu'il y a dans le Timée de Platon, où tout se mélange et tout se prend forme. Voilà. Et je voulais dire autre chose, et ça m'échappe. Non, je voulais vous poser aussi une question toute innocente sur votre site. Vous disiez que vous étiez éclairagiste, paysagiste et militante. Alors, vous pourriez nous en dire un petit peu plus, parce que ça m'a intriguée. Je l'ai gardé pour la fiche, mais ça m'a intriguée. Alors, militante, quand j'ai commencé à faire du théâtre dans les années 80, on était vraiment guidés par il faut absolument que les ouvriers viennent au théâtre, comment on fait, enfin ce qu'on a appelé démocratisation culturelle. Enfin voilà, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. Le chaudron. Mais je suis allée pour la première fois de ma vie au théâtre à 18 ans. J'étais jamais allée au spectacle avant. Je savais même pas que ça existait. Puis pourquoi on faisait faire de la lumière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a ça qui a fondé mon engagement professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Pour qui je le fais? Comment je le fais? Il y a une deuxième chose, c'est qu'on est tous de gauche dans les métiers du spectacle. On a des pratiques qui sont
ignoble. On travaille 12 heures par jour, on travaille 6 jours par semaine, on est payé 35 heures, on en fait 90, on n'a pas de temps de récupération quand on est payé. Dans le meilleur des cas. Je vous raconte pas l'histoire d'intermittents du spectacle, hein, tous ces fraudeurs, voilà. Donc on est tous de gauche, on pense tous à gauche et on agit de la façon la plus libérale que j'ai jamais vue. En gros, on a un modèle, je pense, pour le capitalisme. Je suis très fière. Oui. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Deuxième chose. Troisième chose, donc comme je ne peux pas forcément agir sur tous les fronts, je pense que systématiquement, moi j'essaie de réfléchir quand je suis embauchée sur un spectacle à ce qu'on va raconter, à comment on va le raconter et essayer de faire en sorte que mes pratiques correspondent à mes opinions et mes idées. Ce qui me pousse donc à l'utilisation des LED, puisque inévitablement, je ne peux pas aujourd'hui allumer tous ces projecteurs sans poser la question de ma consommation. D'autant que sur nos plateaux théâtre, généralement, on défend des théories. Voilà, donc je suis militante parce que je crois que quand je travaille avec le logiciel libre, c'est un acte politique. Quand je monte sur un plateau théâtre, c'est un acte politique. Quand j'accueille du public dans une certaine ambiance lumière, c'est un acte politique. Je pense que tous les actes sont politiques et qu'on a encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup Annie. C'est vrai, on parle l'effuyante. Je crois qu'en lumière, il y a un taux de consommation lumière record dans la. Peut-être que tu as plus d'infos techniques là-dessus. Donc, je crois qu'il y a des gens qui ont vu ce spectacle. Vous pourriez brancher ce spectacle dans votre salon. On utilise 300 watts. Je suis super fière. C'était terrible. Oui, voilà. Donc parce qu'il y a 6 tubes fluo en haut en bas, donc ça consomme absolument rien, et le reste sont des rampes LED, donc qui consomment rien, qu'on a acheté pas cher. Donc ça veut dire que ça a été fait par des enfants chinois, sûrement. Je me cache. Non. Et ensuite, le vidéoprojecteur qui est assez puissant mais qui consomme quasiment rien. Donc on consomme 600 watts de l'heure. Et donc j'essaye systématiquement de négocier dans les théâtres que tout cet argent à la consommation, de cette consommation électrique, donc de ce coût de fonctionnement qui est diminué, il faut qu'il le répercute sur nos salaires. Bon. Ça marche moyen. Voilà, je viens de faire des lumières sur 2 autres spectacles où j'ai utilisé la lumière du jour. Je suis très fière, on jouait à 18h, donc je me suis dit, on est dans une salle qui est un hall. Donc j'ai coloré toutes les fenêtres en laissant juste une toute petite ligne de lumière de jour, donc coloré les fenêtres en rouge, et on a joué avec le coucher du soleil. On a eu vachement de chance parce que c'était dans le Nord et il a fait beau les 2 jours de représentation. Alors que pour les répètes, j'étais là. Je t'assure, j'ai regardé la météo, ça va aller. Et sur le spectacle précédent, j'ai travaillé aussi avec 12 projecteurs LED, donc pareil, à peu près 400 watts de consommation par jour au lieu de 40 000 watts, que j'ai essayé aussi de négocier. Voilà, donc je pense que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de tous ces nouveaux outils, quoi. La façon, on peut tous maintenant avec notre ordinateur piloter de la lumière comme on veut. On peut généraliser ça donc à des gens qui ont absolument pas la maîtrise de la lumière, et moi ça m'éclate l'idée à un moment que quelqu'un qui écrive ou quelqu'un qui fasse du son à un moment pilote autre chose que les outils qui lui sont habituels, parce que c'est dans cette pratique et c'est dans ce chaudron, quoi, que les choses se font et que les choses évoluent ou se mélangent, enfin voilà, ça converge, quoi. C'est Michael Dufresne qui disait on va pouvoir peindre un jour peut-être avec les ordinateurs. C'était une façon de dire qu'il faut faire travailler les ordinateurs autrement que au travers le prisme d'une rationalité instrumentale, finalement, de dissocier les technologies de l'instrumentalité, de la pure efficacité, de la pure rentabilité, mais jouer avec les technologies et déjouer les usages qui nous sont imposés. Finalement, c'est un peu ça. Donc il y a véritablement un militantisme qui est à l'œuvre à travers une dimension écologique, une dimension technologique et une dimension esthétique, d'une certaine façon. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question et puis ensuite on s'arrêtera.
Merci. Moi, ça me faisait penser à plein de choses, votre intervention. Et déjà, une chose aussi que je voulais vous saluer, c'était que on pense aux années-lumière, enfin au concept astronomique, et j'avais pas fait le rapprochement avec ce concept-là en art, en esthétique, et finalement c'est peut-être une passerelle aussi à faire. Et je voulais vous poser tout ça une question toute bête. Connaissez-vous Narcissus Qualiata ? Parce que je pense qu'en tant que militante et captation de la lumière, alors juste en 2 mots, c'est un artiste vitrailliste américain qui a travaillé sur la chapelle à côté de la basilique Santa Maria dei Miracoli, juste à côté de la gare de Rome centrale, et qui a capté la lumière par c'est décidément, par des lentilles astronomiques, des lentilles optiques, pardon, et qui crée tout un parcours de lumière qui raconte le temps dans cette basilique qui avait été créée qui avait été réhabilitée par Michel-Ange et qui datait des termes romains. Et je pense qu'il y a un truc à faire là, une petite référence, voilà. Question. Moi j'avais une petite question. Donc moi je suis dans le côté développeur informatique et je travaille en ce moment donc sur un spectacle. Et donc vous aviez dit que les outils informatiques ça permettait de voir maintenant la lumière, comment on voyait le son avec plusieurs pistes, etc. Et en fait moi dans ce que je fais finalement la conception visuelle et sonore, parce que j'ai un système qui produit des ambiances visuelles, des ambiances sonores, et finalement la manière dont on le conçoit, c'est même pas tellement sous la forme de plusieurs pistes qui se superposent, mais c'est comme une espèce d'écosystème d'éléments sonores, d'éléments visuels, qui ont chacun une vie propre et qui interagissent les uns avec les autres. Donc la question c'était est-ce que vous imaginez du point de vue de la lumière des choses qui pourraient être intéressantes dans l'interaction entre des sources lumineuses, dans l'interaction entre les sources lumineuses et les personnes qui sont sur la scène, dans des jeux d'interaction qui se battraient sur des capteurs qui viendraient interagir avec la conception lumière. Merci. Merci. Oui, bien sûr. Le spectacle sur le jeu vidéo dont je parlais, Effet Papillon, c'est un spectacle, ma première expérience de pilote de la lumière avec des capteurs embarqués, corps augmenté, capteurs embarqués. Donc les danseuses ont des accéléromètres, des flexomètres et ça pilotait le son et les images effectivement. Et au fil du travail, on s'est rendu compte dans ce spectacle-là que la meilleure façon de parler de la vidéo, c'était pas forcément de mettre de la vidéo. En ce sens-là, on a viré toutes les images et on a essayé de remplacer le travail qui ferait image par de la lumière qui fait image. Et donc notamment des mouvements de courage ardent, enfin de droite à gauche, de choses qui s'allument et qui étaient entièrement pilotées par capteur. Mais il ne s'agissait pas seulement de piloter cette lumière par capteur, parce que tout compte fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre un danseur qui envoie quelque chose, alors que moi je pourrais appuyer sur un bouton? Poussons un petit peu plus loin ça. Donc on a essayé en fait de coller des modèles physiques au projecteur, c'est-à-dire que plutôt qu'ils aient une montée linéaire, une descente linéaire, on leur a inventé des parcours de balles rebondissantes, par exemple. Et c'est ça qui a produit cet écosystème dont vous parlez, qui rentrait en résonance avec les corps et avec le son. C'est-à-dire qu'on avait imaginé un vocabulaire de cette lumière, piloté par le capteur pour une plus grande organicité ou synchronicité entre le mouvement et la lumière. Mais c'était surtout parce qu'on avait imaginé ce modèle physique ou différents modèles physiques qu'on arrivait à cette chose-là. Alors, la compagnie s'appelle Contour Progressif. C'est Mylène Benoît, voilà. C'est Effet Papillon, voilà. Ouais, j'ai éclairé
Toutes les pièces de Mylène. Ouais. Et quand vous en parliez, j'ai l'impression de quelque chose, technologie embarquée sur les cordes des danseurs, très progressif, c'est une coïncidence ordinaire. Donc allez voir, jeter un coup d'œil sur le site là, de Contours Progressifs. Donc c'est ce travail sur la violence dans les images aussi, donc qui était la chair du monde, sur lequel on a beaucoup bossé aussi. Et c'est la matière de la lumière qui nous a fait... et par exemple, moi je mets que des projecteurs en vibration, c'est-à-dire si on allume un effet lumière, on l'éteint, on a une espèce de progression, et moi j'imagine que des comportements au projecteur, c'est-à-dire si j'allume un projecteur, soit il s'allume comme ça, de façon aléatoire, soit il clignote, soit il vibre. Alors au lieu d'allumer, d'éteindre des projecteurs, maintenant on dit, bon, on envoie la face en vague, par exemple. On fait des vagues, ou on fait du clignotement, on fait du grésillement, et on essaye de trouver tout un vocabulaire qui serait un vocabulaire suffisamment imagé pour pouvoir communiquer sur les questions de lumière plutôt qu'un vocabulaire technique. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante aussi pour moi. C'est pour ça que c'est difficile de vous parler de lumière, parce que généralement, je m'adresse soit à des gens qui sont des concepteurs, soit à des gens qui sont des techniciens de la lumière, ou à des plasticiens avec qui je travaille beaucoup. Donc là, comment je vais raconter cette histoire? Et essayer de changer le vocabulaire aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Et pouvoir dire, enfin, pas dire je te mets la face à 40 et ton svoboda, ça m'énerve, cette espèce de maîtrise de la technique là par un vocabulaire, et mon AMX 30, mais ouais, les mecs qui parlent de bagnole, et puis ben voilà, trouvons un vocabulaire commun, inventons un vocabulaire autour de ça. Et voilà, et ce vocabulaire, du coup, ça fait image dans nos têtes, et on arrive à trouver des comportements particuliers. Je crois qu'il y a une très belle façon de parler de la lumière, c'est de dire qu'elle renvoie à une écriture, et finalement, vous nous en parlez très bien de cette façon. Et aussi, pour terminer, on a peut-être l'idée, à travers ces jeux de lumière, d'amener le théâtre à autre chose qu'une conformité, qu'une normativité. Et je pensais à ce très beau texte d'Antonin Artaud, Le théâtre et son double, où il dit qu'il faut rompre l'inertie asphyxiante. Et désormais, c'est le technologique qui permet de démultiplier le regard que l'on porte sur la scène également. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Annie Leridan, et on vous remercie, et Stéphane Vial. Je propose de continuer peut-être autour d'un verre. Notre prochaine séance donc aura lieu, notre dernière séance de cette année aura lieu le 15 juin à la New York University à Paris, qui est située rue de Passy. Vous aurez toutes les informations sur le blog du séminaire. Nous aurons le plaisir d'écouter Madelin Antonioli. On pourra lui poser toutes les questions que l'on souhaite, qui interviendra. Donc on convie bien sûr Stéphane à participer à cette séance, avec une intervention consacrée à Guattari, qui a écrit un texte sur l'éco-design. Donc Manola interviendra en compagnie de Alessandro Vicari, qui est architecte et designer. Voilà, donc le 15 juin, de 17 à 19h, à la New York University en France. Voilà. Et puis, effectivement, sans dévoiler tout à fait la prochaine saison du Théâtre de l'Agora, je tenais à dire qu'effectivement, on retrouvera les nouveaux travaux de Mylène Benoît qu'on suit depuis 2009 au Théâtre de l'Agora, et que entre les artistes en résidence, qui sont notamment Tomek Jarolim et Adeline Schweitzer, il y a de nombreux travaux de recherche et de nombreuses complicités, pas que avec l'ENSAD Lab, autour de ces questions de la lumière, et c'est peut-être des questions qu'on ramènera sur le devant de la scène pendant le prochain festival Siena, vu que c'est vraiment j'ai envie de dire, dans le spectacle vivant, c'est des questions qui sont plus que brûlantes, si je peux me permettre, même si aujourd'hui les lumières sont... Et dans les arts plastiques, il y a tout un renouveau, ce qu'a expliqué Annie sur ces nouvelles manières d'écrire la lumière, c'est vraiment en train de bousculer énormément de choses, et c'est un peu les trames en filigrane qu'il y a sur la galerie l'année prochaine au Théâtre de l'Agora, donc c'est complètement affilié à Siena. Voilà, merci à tous, et on se retrouve autour d'un verre de l'amitié tout de suite là. Un tire-bouchon s'il vous plaît.